Ils sont partis dans les couloirs du temps. Eh ben, salut à tous, bienvenue les amis pour un nouvel épisode des Couloirs du Catch. Je promets ça y a complètement en trade, j'ai pas dit qu'on avait lancé la vidéo. Exactement, ouais. Alors mais ça y est, j'espère que tu vas bien. Bah ça va très bien toi Thomas. Ça va super, j'espère que la route de WrestleMania te passionne. Bah, regardez les lives les amis, vous allez voir à quel point cette route de WrestleMania, on en est très content. Ah ouais, on en est fin heureux. Hein. Le retour de Pat McAfee nous a mis en grande joie. Ouais, et notre bon ami Phil Brooks aussi. Ah si, Charles Montgomery Punk. Alors du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une émission. Alors, je dis toujours que les émissions sont un peu spéciales quand je commence une émission, mais là, pour le coup, c'est un running gag. C'est un running gag, mais là pour le coup c'est vrai. Oui. Parce qu'on va faire, comme vous avez vu sur la miniature, une émission sur Chris Benoit. Je vais tout de suite donner le contexte, après on fera comme d'habitude le petit texte. Néanmoins, comme on n'a pas envie... Alors déjà, on va faire une émission où on va totalement différencier le catcheur et l'homme. Un peu comme on avait fait avec notre grand ami Ultimate Warrior. Oui. Mes grands amis avec des guillemets. On va faire que la carrière de Chris Benoit. Voilà. On va rester vraiment focus sur sa carrière. On refera un épisode total sur l'affaire Chris Benoit dans un épisode des tribunaux du catch. Tribunal, enquête. Voilà, investigation, voilà. Néanmoins, pour ceux qui en ont envie, vous avez une très très bonne émission d'un ami à nous qui est l'envers du ring. C'est ça. Il vous a traité l'affaire Chris Benoit avec énormément de respect et d'une pertinence rarement vue sur YouTube. Oui, et il fait pas les mêmes concepts que nous, c'est des vidéos très très bien montées, des vidéos plus courtes, et on vous conseille d'aller vous abonner. Allez vous abonner, allez voir, je remettrai le lien dans la description, parce que franchement c'est très qualitatif. Donc c'était important pour moi de dire ça. Donc vraiment Messiah, on s'arrêtera au moment où il signe à la ECW. Bah oui, c'est la fin quoi. Voilà, non mais voilà. Et pour tout ce qui est ça, on traitera un petit peu plus tard. Parce que au moins ça va nous permettre de faire une vidéo vraiment focus sur la carrière. Et ensuite on partira vers Et du coup, on fait bien le disclaimer, je risque d'être très pompeux sur le catcheur Chris Benoit, de dire de très très bons mots et de le glorifier. En tant que catcheur. Mais le catcheur, vraiment, voilà. En tant qu'homme, je sais qu'il y a des gens qui arrivent pas à faire la différence, bah vous nous pardonnerez. Moi j'arrive, par exemple, sur ce catcheur-là, comme il est mort et qu'il est pas encore en vie, encore en train de continuer de faire des horreurs, bah en fait j'arrive à différencier parce que le mec n'est plus là. Après niveau horreur, il a bien fini. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Je comprends tout à fait. Alors du coup, les amis, merci pour les retours sur les lives, le live des 650 abonnés, les lives que tu fais aussi, qui sont de plus en plus vus en rediffusion. Bah faut dire, ils sont rediffusés. Maintenant ils sont rediffusés aussi, ouais. Voilà, j'en ai toujours un peu en retard, mais c'est moins important. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, le petit Netiboost qui fait toujours plaisir et qui nous permet toujours de grimper dans les algorithmes et de donner un peu plus de visibilité à cette chaîne. N'oubliez pas la cloche. Voilà, c'est très important. Et puis ceux qui veulent, vas-y, je te prends le lead. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à utiliser le bouton rejoindre pour le prix de 2 €. Un café. Voilà, pour le prix d'un café, vous pouvez rejoindre la chaîne, ce qui vous permettra d'avoir quelques petites contreparties. Il y en aura de plus en plus en avance. On va essayer. Voilà, donc déjà vous avez les vidéos, ceux qui sont members ont les vidéos en avance. Dès que Thomas a fini de les monter, vous pouvez directement les voir. Avec un peu de bol, Chris Benoit, par exemple, les membres de la chaîne l'ont déjà eu depuis vendredi ou samedi, peut-être. Peut-être, ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc il y aura quelques contreparties, des vidéos un peu bonus. Vous aurez la primeur dessus et ça permet de nous soutenir, de faire évoluer éventuellement le matériel. Et que bientôt vous voyez d'autres ronges. Voilà, c'est ça. Éventuellement. Là, pour ceux qui ont vu les lives, les derniers lives, j'ai fait évoluer aussi le décor pour les lives. Je sais pas si vous avez vu. J'ai arrêté de vous montrer mon pendoir à linge et mes calbars. Là, maintenant, vous avez un vrai décor. Vous avez un vrai décor parce qu'on me l'a demandé. C'est vrai que ça faisait un peu schlappy. Donc là, maintenant, c'est bien. Ça fait ça fait un peu plus propre. Et je vais le faire évoluer progressivement, d'acheter un peu du matos pour ça rendre le truc un peu plus joli. Il manque juste un rouleau de sopalin là sur ton meuble et on est parfait. Ouais, on est parfait. Bon, désolé, je suis fan de Pokémon, je peux pas trop le cacher. Thomas se retourne en regardant le décor. Non. Ah bon. Voilà. Non, par contre, c'était important, on commence là, on rigole, on dit mais c'est vrai que Messiah a très bien dit le terme, on va vraiment rester sur le catcheur. L'homme, on parlera un petit peu de son perfectionnisme. Oui. Et l'affaire Chris Benoit, comme je le dis et je le redis, l'envers du ring a fait quelque chose de génial et nous on le traitera aussi, mais comme ça un petit peu plus tard. Voilà, nous on le traitera d'une manière différente de la sienne de toute façon. Collaboration avec Lunatic Enigma qui arrivera après WrestleMania. Je le mettrai
en post. On en Ouais. parlera aussi dans les lives. Oui. Je donne pas le sujet parce qu'il faut pas que je le spoil. Tu Je l'ai l'as spoilé déjà- au live, Ouais, mais là, je vais pas le respoiler. Donc, le jour où il diffusera l'émission, il n'y aura pas d'émission des couloirs du catch. Et je tiens à dire, je vais en discuter avec le chef en face de moi. On se laisse peut-être un créneau pour le lendemain de WrestleMania de pas mettre un podcast à midi pile parce que avec tous les résultats de WrestleMania qu'il va avoir, est-ce qu'il va pas être noyé dans la masse? Exactement. Enfin, je dis ça, mais la dernière fois, c'était... On a fait ça, c'était la vidéo qu'on déteste le plus de notre chaîne, et c'est la première qui avait atteint les 1000 vues. Voilà, donc on verra bien. On se laisse on réfléchit, on verra bien, on a encore 15 jours pour se mettre d'accord. C'est ça. Je pense qu'on a fait le tour pour l'intro. Est-ce que j'ai oublié peut-être encore quelque chose? Non, rejoignez le Discord si vous voulez. Je continue à faire nos modérateurs, surtout Loman, fait beaucoup de watch along. Il diffuse pas mal de trucs, que ce soit du catch ou hors catch. Il y a pas mal de cinéma qui est diffusé en ce moment. La veille, on a regardé le Marginal avec Belmondo, j'ai adoré. Ouais. Et là, on devait se lancer dans le professionnel. Le problème, c'est que mon collègue m'a dit, tu vas voir, c'est un super film, il meurt à la fin. Donc du coup, Mais je t'as sais spoilé pas comme si un j'ai porc. envie de le Et du coup, regarder. t'as spoilé tous nos... Ouais, enfin c'est bon, le film il est sorti dans les années 70. C'est bon, quand même les mecs. À un moment, faut être à la page. Ouais. C'est un peu comme dans. Et moi, je continue d'essayer de diffuser les gros shows. Donc, la veille de ce podcast, on a regardé en live AEW Dynasty. Donc, de manière générale, on essaie de faire les watch-along des pay-per-view WWE/AEW. Donc, quelques weekly, non? Quelques weekly en ce moment, j'aime bien dans la semaine diffuser AEW Dynamite. Donc, je trouve ça cool. C'est le seul weekly de catch que je regarde. Et quand je peux, en fonction du travail ou non, j'essaie aussi de diffuser de la New Japan, parce que c'est le matin. Bien sûr. Voilà. Et puis vous allez bientôt me retrouver prochainement. Là, je suis en train de tester tout ça, mais cette semaine, la santé était pas top top. D'ailleurs, j'ai un immense mal de dos pendant qu'on va tourner Chris Benoit. Si vous m'entendez un peu bouger, c'est parce que j'ai du mal. Mais je n'oublie pas aussi peut-être de faire quelques petits lives sur des jeux vidéo comme tu fais, où on parlera un petit peu plus d'actu générale. Pas forcément de catch, mais je m'interdis pas cette chose. Oui. Voilà. Donc du coup, cette intro a duré encore une fois trop longtemps. Ouais, mais c'est un peu notre gimmick, hein. Ouais. Je te rappelle que je fais des intros d'1 heure dans les lives, alors. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, n'hésitez pas, on le redit encore un coup et on le redira à toutes les émissions. Les lives de Messiah servent surtout les live gaming, c'est plus une merde, aide-moi. C'est un arrière-plan. Merci. Le principe de mes lives, comme tu dis, on va le redire à chaque fois, c'est de couvrir toute l'actu catch du moment et de faire participer les membres du Discord. Donc du coup, si un jour vous voulez monter en vocal avec moi pour pouvoir discuter de face à face, pas de face à face, mais en audio, eh ben vous aurez la possibilité, parce que je fais monter des gens pour faire un open mic, et on répond à toutes les questions du chat. Donc si vous êtes des coutumiers de la chaîne, mais une majorité silencieuse, si vous voulez nous poser des questions, et directement à moi, parce que Thomas est pas tout le temps là durant les lives, c'est le meilleur moyen de me les poser. Puis surtout que je pense qu'il y a peu de chaînes, et là je nous jette pas des fleurs, je vais dire la vérité, je pense qu'il y a peu de chaînes qui décryptent autant en ce moment l'actualité catchesque mondiale que nous. Oui. Parce que là, franchement, c'est difficile d'être plus complet. On est un poil aigri quand on parle de WWE. Ah bah rejoignez les Grid Time, hein, les amis. Hein. À part de temps en temps quand on a quelques petits points noirs, mais c'est rare, hein. Ah. C'est rare. Bon, par contre, si Obafemi perd contre Brock Lesnar, je réponds plus de rien. Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, on arrive à 8 minutes. Je voulais faire 3 minutes, c'est parfait. On va se lancer très rapidement. On va se lancer très rapidement donc sur la carrière de Christopher Michael Benoit, donc plus communément appelé Chris Benoit, qui est né le 21 mai 1967 à Montréal. La date de sa mort, on la connaît, c'est le 24 juin 2007 à Fayetteville. Voilà, c'est un ancien. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, j'ai trouvé peu de choses sur sa jeunesse, à part que il avait ce professionnalisme en lui dès le départ. L'envie de faire énormément de sport. Il avait déjà une routine qui était extrêmement pointue. Je pense que on peut déjà faire un petit truc. Je te coupe par rapport à ça. Je préfère le dire maintenant. Plus je regarde du Chris Benoit de l'époque et quand je vois les anecdotes dans toute sa carrière, je pense que ça a été un autiste qui n'a pas été diagnostiqué. Oui, bah, de toute façon, quand tu vas parler de ce qui s'est passé au Japon avec Chris Jericho. Exactement. Voilà. Bon, mais je sais que par exemple. Mais je pense que, ouais, il devait avoir peut-être un trouble du comportement ou de l'autisme, parce que j'ai des amis à moi qui ont ce genre de pathologie. Et en fait, dans la manière dont il prend au sérieux ce qu'il fait, et ultra concentré, ultra intense, ultra machin, je me demande s'il y avait pas ça. Alors, je sais pas s'il y a de l'autisme, mais par contre, il y a une forme de perfectionnisme qu'on retrouve chez certaines très grandes légendes du sport. Moi, j'ai une pensée, alors par contre, là, pour le coup, toujours ému quand je pense à Kobe Bryant,
qui, quand il avait raté un lancer franc, alors il me semble que c'est Kobe Bryant, si je me trompe, dans le chat, vous me le redirez, vous êtes plus féru de sport, mais il me semble qu'une fois il avait raté un lancer franc quand il était au début de sa carrière, et que du coup c'était lancé le pari d'en enquiller 150 ou 200 quoi. Il avait cette mentalité-là de toujours vouloir en faire plus pour se perfectionner. Et Chris Benoit, on retrouve ça. Et on retrouve totalement ça. Moi, comme je disais, j'ai pas grand-chose sur son enfance, à part qu'il est né à Montréal, ça je l'ai déjà dit, mais qu'il a grandi principalement à Edmonton. Ça c'est le truc que j'ai retrouvé. Oui. Famille très discrète. Et lui vraiment, il était fan d'haltérophilie, de lutte amateur et l'entraînement intensif dès sa plus jeune âge, dès sa jeunesse, oui, plus jeune âge. De son jeune âge. Voilà, il était connu pour pousser son corps très loin déjà très jeune, ce qui annonce son futur justement dans le ring. Comme quoi il a toujours été. J'ai le moment clé de sa jeunesse, c'est la découverte de Tom Bellington, oui, alias Dynamite Kid. Benoît assiste à des shows de la Stampede Wrestling à Alberta et il est fasciné par le style rapide, technique et brutal du Dynamite Kid. Oui. Donc parallèle entre les deux, même plus que parallèle. C'est même plus un parallèle. Je vais vous le dire en début de carrière quand on commence à rentrer vraiment dans le dur. Chris Benoit début de carrière, c'est un clone de Dynamite Kid. Il lui a tout pris. Il s'est inspiré totalement. Il était tellement fan qu'en fait, il l'a reproduit limite à 100%. Tu veux déjà donner l'anecdote du headbutt ou tu la gardes pour plus tard? Je regarde pour plus tard, dans le début de la Stampede. Donc, fin de son adolescence, il s'entraîne dans le célèbre donjon des Hart, à Cagliari. Ça, ils sont une sacrée ribambelle à y être passé. Oui. Cette l'école de Stuart, elle est réputée. Est réputée pour être extrêmement dure physiquement et mentalement. Est-ce qu'on retrouve pas certains points que ce qu'on fait avec certains catcheurs japonais? Ah oui, franchement, le donjon des Hart peut se rapprocher beaucoup des dojos. Ouais. Dans la manière dont l'entraînement est très dur. Ouais. Le seul truc qui diffère, c'est que comme ils s'entraînaient dans la cave de Stuart, c'est que ils avaient moins de tournées pour monter les rings, des trucs comme ça, ils le faisaient, mais moins intensif qu'au Japon. Au Japon, quand ils sont jeunes, les Young Lions, je prends l'exemple de New Japan parce que c'est plus parlant, c'est vraiment les mecs sont là pour se faire casser la gueule à la télé, de faire des entraînements ultra bourrins, et de s'occuper du dojo, ça veut dire faire le ménage, faire la bouffée pour les stars, les vestiaires, ils s'occupent de tout en fait. Un peu comme quand les jeunes ils montaient professionnels au football et qu'ils devaient nettoyer les crampons des anciens. Ouais, maintenant c'est fini ça. Ouais. En résumé, donc jeune Canadien très discipliné et introverti, ça c'est ce qu'on a déjà dit, déjà obsédé par la performance physique, profondément inspiré par le Dynamite Kid et formé dans l'une des écoles les plus exigeantes du catch. C'est ce que j'ai pour sa jeunesse. Surtout que lui il a été entraîné sous Stuart. Parce que on sait qu'il y a beaucoup qui sont passés dans le donjon des Hart plus tard, mais où c'était Keith Hart, Bret Hart qui faisait un peu l'école, et c'était beaucoup plus ledge. Chris Benoit, il s'est fait vraiment entraîner par Stuart, qui est vraiment c'était considéré que si tu faisais mal un truc, il te mettait KO, ou il te faisait soumettre. Et oui, je sais que c'est très dur. D'ailleurs, un jour, le mec, on en parle pleinement du donjon des Hart. Ce serait très intéressant de faire un petit point un jour focus dessus, que tu expliques tout. Et pour les anecdotes, j'ai pas trouvé grand chose. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose finalement sur Chris Benoit. On avait fait un petit peu le début de carrière de Brock Lesnar, j'ai l'impression que c'est le même. Vraiment personnage très introverti, alors peut-être plus encore pour Chris Benoit, ce qui fait qu'il aura toujours eu du mal en promo, même plus tard dans sa carrière. Mais j'ai juste qu'à Calgary, il a assisté au show de la Stampede, je l'ai dit. Parfois avec peu d'argent, il trouvait le moyen d'entrer quand même. Il risquait au show. Et il observait tout par contre. La réaction du public. Il observait pas que le show du catch. Ah il est vraiment le hasard fait qu'il est rentré dans le monde du catch et qu'en fait le mec était totalement fait pour ça. Sinon en soi, j'ai pas grand chose et on peut très vite commencer vers sa carrière. Sa carrière. Donc du coup il va commencer en 85 à la Stampede Wrestling. À 85. En 85, oui, il a commencé dans les années 80 Chris Benoit. Hein. Ah donc il avait 17-18 ans, il était tout jeune. Tout jeune et en fait il va rester 4 ans là-haut. Ouais. La Stampede donc c'est une fédération. C'est la fédération de Stuart du Canada. Quand on fera l'histoire du catch dans le monde entier, quand on arrivera sur le catch canadien, on aura un gros point sur la Stampede Wrestling. Bien sûr. C'est là aussi où Bret Hart a commencé, où il devait être arbitre. Oui. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Et donc du coup, comme j'ai dit dès le départ, il y a tellement de similitudes entre Benoit et Dynamite Kid, même en termes de physique, parce que ça va très vite se développer chez Benoit. Il va avoir la même addiction que Tom Billington. Ça veut dire, comme on est petit, il faut qu'on ait un corps de fou furieux. Et en fait, ça va beaucoup se voir, où Chris Benoit, en fait, on disait qu'il était petit à l'époque. Il faisait 1m80. Alors qu'en fait, il est pas petit, oui, il fait 1m80. Donc pour les standards de l'époque, il était petit. Pour les standards d'aujourd'hui, Chris Benoit, il serait largement dans la moyenne, en fait. Est-ce qu'il serait aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs catcheurs du monde? Ah oui. Son style aurait pas vieilli. Ah oui, en fait, il a pris le style de Dynamite Kid, qui était l'un des précurseurs du catch moderne.
Si vous voulez aller voir, on va parler vite fait du Dynamite Kid. Il y a un match légendaire en solo parce que ça a été une énorme équipe Dynamite Kid avec le British Bulldog, les Bulldogs. Ça, c'était une équipe exceptionnelle. L'envers du ring a aussi fait une vidéo sur Dynamite Kid. Oui. Et derrière, le mec a catché en solo et le match qui a fait tourner des yeux sur déjà une évolution en termes de in-ring, c'est Dynamite Kid qui affronte Tiger Mask au Japon, qui est Satoru Sayama, le premier Tiger Mask, qui a donné un match où c'est un match de cruiserweight que tu peux voir aujourd'hui. C'est vraiment ça, mais dans les années 80, 90. Avec 40 ans d'avance. Ouais, dans les années 80, quoi. C'est un truc de fou. C'est pour ça. Et Benoît, comme j'ai dit, c'est un clone de Dynamite Kid. Il s'est inspiré de tout ce qu'il faisait, que ce soit physique et que ce soit aussi dans la manière de catcher et dans l'intensité. Et donc, du coup, dès le début, il va lui adopter pas mal de prises comme la manière de faire les souplesses, les snap suplex. Il va très vite aussi faire la German suplex, parce que c'est un truc de Canadien, la German suplex. Alors que ça s'appelle allemand. Allemand. Oui, c'est allemand, mais ça a été créé par un Belge. D'accord, oh oui. C'est Karl Gotch, j'en avais déjà parlé. Donc, c'est très marrant, mais que ça s'appelle la German suplex. Et le truc qu'il va lui prendre dès le début, c'est le diving headbutt. La fameuse descente de la tête. Toujours du mal avec cette prise. Ouais. Bah, plus encore maintenant. Voilà. Et donc, du coup, dès le début, quand il commence à catcher, on l'appelle Dynamite Chris Benoit. Donc, vraiment, quand je dis c'est le clone, il prend même le terme Dynamite. Et en fait, selon Benoît, c'était lui qui l'avait dit en interview, lors de son tout premier match, il tente de faire un diving headbutt, parce que comme il est très fan du Dynamite Kid, il dit je vais faire un diving headbutt, sauf qu'il sait pas du tout comment atterrir. Et en fait, ça lui a coupé le souffle la première fois qu'il l'a fait. Il est tombé sur le ventre. Il est tombé sur le bus, et en fait, ça lui a coupé le souffle. Il a dit, et il a affirmé qu'à ce moment-là, il s'était juré de plus jamais la refaire. Comme quoi, il faut pas jurer dans le catch, hein. Parce que Chris Benoit est connu pour cette prise. C'est celui qui le faisait de la manière la plus abusée, hein, de toute façon. Ah ouais, la plus réelle possible. On peut citer Daniel Bryan qui l'a fait, Bryan Danielson qui le fait. Il y a Chuck Gable aujourd'hui qui le fait, le grand Americano qui le fait. Ah, parce que c'est pas les mêmes. si, mais c'est pour la blague. Mais on est d'accord que sous le masque du grand Americano, c'est Jon Moxley. Non. Ah merde. Non. J'avais lu ça sur Twitter. Sur Twitter. Ouais. Il y a au Japon aussi, il y a Hiroyoshi Tenzan qui l'a fait. Il y a eu beaucoup de catcheurs qui ont fait le diving headbutt, mais il y en a aucun qui égale le diving headbutt de Chris Benoit. Même le mec qui le faisait avant. Dynamite Kid, il le faisait pas aussi stiff. Par contre, tu vois, j'ai du mal maintenant avec cette prise. Je l'ai déjà dit. Bah oui, mais parce que tu repenses forcément, parce que même si on rentrera pas dans l'affaire de Chris Benoit, à cause de ces problèmes on sait que c'est ce qui est, parce que encore une fois, aller voir l'envers du ring, mais on sait que c'est ce qui a joué sur ces gros problèmes de commotion cérébrale. Parce que pour vous dire, on va parler un peu technique. Le diving headbutt, en général, quand les mecs le font, ils rapprochent les mains au dernier moment. Et ils tombent un peu sur les bras. Et en fait, pour jouer le coup de la tête, Chris Benoit faisait littéralement un saut de l'ange. Et il se laissait tomber la tête la première sur le mec. Donc des fois, il sautait pour le faire. Donc là, c'est vraiment impressionnant, surtout qu'on voit en Ruthless Aggression, où il y a j'aime bien les shows de la Ruthless Aggression, Big Up à Lunatic. Parce que on a les flashs des photos. Ouais. C'est comme on n'est pas en numérique, il y a les flashs des photos, donc ça crépite de partout quand il le fait, et il se projetait, mais des fois, il se laissait tomber la tête la première, mais en faisant vraiment les bras d'ange. Donc, aucune protection, quoi. Quand t'as dit photo numérique, j'ai pensé à Jean-Claude Convenant. La photo numérique. Numérique. Désolé. Mais, je sais plus, oui, par rapport à son corps. On est d'accord, comme tous les catcheurs de l'époque, aucun stéroïde. Lui, pas dans les débuts. Ça va très vite venir. Très, 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 très vite venir. Parce que même quand il arrivera à la WCW, il est déjà jacked. Ah ouais. Donc je sais pas à quel moment, je n'ai pas vu de news qu'il a dit à quel moment il a commencé à en prendre. Mais vous avez juste à regarder les images. Vous le voyez à la WCW, il est déjà énorme. Voilà, il est déjà n'importe quoi. Donc il fait 4 ans à la Stampede. Voilà, c'est ça. Donc next, du coup, ensuite. Je parle juste des 2-3 trucs qu'il a fait à la Stampede. Ah oui, alors vas-y. Donc du coup, son premier match, c'est en fin novembre 85. Il va faire un match, il va être en équipe avec The Remarkable Rick Patterson. Je sais pas s'il fait partie de la famille Pat Patterson, j'en ai aucune idée, j'ai pas trouvé. Il reporte son premier match en faisant un sunset flip en plus. Donc il reporte son premier match, donc c'est qu'on lui faisait déjà confiance. C'est rare, surtout qu'il était tout jeune. Voilà. Son premier titre, ça va être le Stampede British Commonwealth Mid Heavyweight. Donc en fait au Canada, il y avait à la Stampede, il y avait les titres Commonwealth. Les trucs qui parlent. N'empêche, il fallait l'écrire le titre, le titre sur la ceinture. Ouais, tu m'étonnes. Et en plus, il va le gagner pratiquement 3 ans après son arrivée. Donc, il aura quand même mis du temps à avoir un titre. Et ce sera en 88 face à un Indien reconnu à l'époque au Canada qui est Gama Singh. Voilà.
des signes en général. Ah, un Indien, je voyais Tatanka, moi. Ouais, non, ok, d'accord. Non, Indien d'Inde. Un Indien, voilà. Pas un Amérindien, un Amérindien. Oui, Great Khali. Voilà. Et dans son passage, il va quand même avoir 4 fois le titre international tag team et 3 fois d'autres titres British Commonwealth. Comme ça, il aura quand même eu pas mal de titres. Est-ce que tu sais, comme on est dans l'époque des territoires, est-ce qu'il catch ailleurs en plus ou il reste vraiment focus sur la Stampede? Là, il est vraiment focus Stampede. Ok. Vraiment, il y a eu peut-être deux, trois petits choix indépendants pas importants, mais vraiment, là, c'est vraiment un catcheur de la Stampede. Il aura une longue, là, c'est ça, le grosse rivalité contre un catcheur qui s'appelle Johnny Smith, qui va durer plus d'1 an, où ils vont s'échanger pas mal de fois le titre. Et c'est en 89, quand la fédération va fermer, parce qu'en fait, à 89, c'est racheté par Vince McMahon, la Stampede, je rappelle. Et Donc, du coup, la Stampede, le Stuart garde son école, mais il ferme l'école. Et c'est pour ça que Bret Hart voilà, c'est ça, il envoie tous ses fils. et Ned Hart arrivent là-bas. Voilà, c'est ça, tous ses fils, après Owen, après machin, l'horrible Bruce Hart aussi. Très bien vu, j'aime beaucoup. Voilà. Natalia. Et du coup, sous les recommandations d'un catcheur quand même connu à l'époque, qui est Bad News Allen, il lui dit, va au Japon. Vu ton style et tout ça, il y avait des ponts, parce qu'il y avait pas mal de catcheurs de la Stampede qui faisaient un peu de Japon, et ils lui ont dit, Benoît, il faut que t'ailles là-haut, en fait. Tu vas faire un point Japon, là? Bah, ça va être un gros point. Donc, Japon, non, mais comme ça, Ouais. pour la chronologie, C'est ça. donc 21 minutes, on va pouvoir se faire un gros point Japon. Parce que Japon, je vais y revenir de temps en temps quand il sera à la WCW, mais le Japon, il va rester pratiquement 10 ans à faire des tournées et des apparitions quand même. Même sous contrat WCW, il continuera d'y aller. D'accord. Mais là, il va être full-time Japon. Oui, parce que il commence à catcher aux États-Unis, il revient à catcher aux États-Unis en 95. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Il fait déjà on est très court, il a un petit run à la WCW, genre en 92-93. Après, il aura un peu de CW. Oui, très et peu. après WCW. Même s'il a une rivalité intéressante avec Sabu. Ça, j'ai trouvé. On va en parler. Donc, Mais- au Japon, comment il est accueilli? Alors déjà, quand il arrive à New Japan, il passe 1 an dans le dojo. Donc du coup, il va se mettre à catcher comme les Japonais formés dans le dojo. C'est un gaijin qui va se mettre à la mode du dojo et des Young Lions. Ce qui est incroyable, c'est qu'on n'est pas dans les dojos actuels dirigés par Tanahashi, où on sait que maintenant c'est beaucoup plus safe. Là, lui, il arrive dans une époque où c'est du dur, hein. Il y a eu des morts. Hein. Ah ouais. Ah oui, il y a une fameuse histoire qu'on en parlera dans une future vidéo ou dans une enquête. Il y a eu un catcheur mort dans le dojo de la New Japan et que tout le monde s'est tué. Parce que c'était niet, on ne devait pas en parler. Donc il arrive vraiment dans le monde de New Japan qui est quand même encore assez dur, hein, début des années 90. Quoi. Donc du coup, il passe 1 an pour améliorer, aux côtés des autres jeunes catcheurs, pour améliorer ses compétences et tout ça. Et avant même de monter avant de commencer à monter dans le ring, il passe des mois à faire, comme j'ai dit, des exercices intensifs, de nettoyer le dojo, de se commencer à se booster physiquement. Vraiment là, en fait, il fait 1 an d'entraînement comme s'il allait se préparer à faire un combat de MMA, quoi, avant de commencer à rentrer dans le catch. Et il débute en 86 sous son vrai nom au début. 86. Pardon. 89. Ouais. Voilà. 88-89, il commence d'abord sous son vrai nom. Et très peu de temps après, il va prendre le nom on va lui donner un masque. Et il va prendre le nom de Pegasus Kid. Ouais, ça c'est Ouais. génial. Le nom Bah, est excellent. Après avoir pris le dynamite. Là, il prend le Kid. Il prend le Kid. Et du coup, le Pegasus, je trouve que ça peut être comme un Pegasus Kid. Ah, C'est c'est stylé. génial. Ça me fait penser à Kid Icarus pour Ouais, les fans de ouais, vidéo, tu vois. exactement, ouais. Tu vois, et on va lui donner un masque. J'avais pensé à Seiya, mais bon. Il l'a dit en interview au début, il détestait le masque. Parce qu'en plus, un mec qui a jamais catché avec un masque, tu lui mets un masque, c'est un peu compliqué au début. Mais il a dit, c'est devenu une partie de lui. À la fin, vraiment, il avait adopté le truc à fond. Et que c'était le Pegasus Kid, quoi. Et, à la New Japan, il est dans la division junior. Ce qui c'est ouf, c'est qu'il fait 1m80, la division junior, comme quoi, hein, tu vois, même les gabarits au Japon, c'est spécifique, hein. Et il va affronter des noms incroyables. En premier lieu, Jushin Thunder Liger, on va y revenir. Shinjiro Otani, pour ceux qui connaissent aussi énormément. Black Tiger, et le Black Tiger de l'époque, qui c'est Eddie Guerrero. Bah, c'est là où ils vont, C'est là où il va rencontrer son meilleur ami. Voilà. Donc, C'est là où ils vont se rencontrer au Japon. Exactement. Au début, même, ils s'aiment pas trop et. Ouais, c'est ça. Et El Samurai. El Samurai, il a pas eu une énorme carrière, mais à ce moment-là, il faisait de l'impact dans les divisions juniors, quoi. C'est Ouais, vraiment de toute façon, déjà, t'as dit Liger. Voilà. Et du coup, en août 90, donc à peine 1 an où il a commencé vraiment dans la New Japan, il remporte son premier titre en gagnant le champion IWGP Junior Heavyweight face à Liger. Donc, c'est quoi? C'est l'équivalent du titre c'est le Cruiserweight. titre, ouais, c'est ça, mais c'est le titre mondial des juniors, en fait, Ok. si tu veux. Oui, C'est vraiment, c'est ça. C'est plus prestigieux que le Cruiserweight de la WWE. Exactement, Mais parce pour qu'en donner fait, une idée aux gens, c'est pour ça. donner une idée aux gens, à New Japan, il y a
la catégorie junior qui sont les cruiserweight et la catégorie poids lourd. Ouais, sont, voilà. Et le truc, c'est que il y a le titre IWGP poids lourd et le titre junior IWGP. Ouais, voilà, d'accord. Et donc, du coup, en fait, c'est dans leur division, c'est le top du top. D'accord, ok. Donc, ça veut dire que les juniors, surtout durant l'ère de Liger, Liger est un main eventer. Un junior, mais un main eventer. Voilà. Excusez-moi. Donc déjà, le mec, en 90, ça fait 1 an qu'il est sur la ligne de la New Japan, il bat Liger pour devenir champion. Si on se dit que le mec, on lui faisait pas confiance, là, vous inquiétez pas, on lui fait confiance, quoi. Et il va le perdre en novembre, donc il va être champion de août à novembre, il repère contre Liger, et en fait, la feud continue, et ça va finir sur un masque versus masque. Donc, stipulation incroyable, surtout au Mexique. C'est plus religieux au Mexique, cette stipulation, où au Japon, c'est un peu moins grave. Mais l'anecdote de Rey Mysterio, qui normalement, sur son vrai masque, il a un point d'interrogation. Oui, c'est ça, et qu'il n'a pas eu le droit de le reporter, et qu'il avait dû modifier. Parce qu'il l'avait perdu, ouais. C'est ça. Donc, du coup, en 91, il affronte Liger, et il avait perdu son titre une fois contre Liger, il l'a battu la première fois. Il a perdu son titre, il se raffronte, il repère contre Liger, et il perd son masque. Donc, du coup, il se réinvente, donc, du coup, il va catcher démasqué, et il va s'appeler Wild Pegasus. Génial. Le Pegasus sauvage. Le Pegasus sauvage. Ouais, c'est stylé aussi. Hein. Les noms sont incroyables. De toute façon, dès qu'il y a Pégase dans le lot. Voilà. Et pour vous dire à quel point il est fort et à quel point on lui fait confiance et qu'on sait que c'est un catcheur de ouf, il va remporter 2 Best of Super Junior. Donc le Best of Super Junior, c'est le tournoi en ligue de la New Japan. C'est le pendant des juniors du G1 Climax. Donc c'est des tournois où les mecs, ils sont 8. À l'époque, je crois qu'ils étaient 8 par bloc. Et en fait, tout le monde s'affronte. Et en fait, à la fin, les 2 vainqueurs, ils s'affrontent en finale, quoi. Oui, et puis c'est un tournoi par classement. Ouais, par classement. Là, peut-être, ils étaient 10 en un seul bloc. Je sais plus, c'était quoi la règle, mais c'est quand même, c'est t'enchaînes les matchs de catch, quoi. Donc, c'est un truc de fou. Et il va le remporter 2 fois. En 93 et en 95. Donc, c'est... 95... c'est avant de partir vers de repartir. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'avec la New Japan, même quand il va revenir aux États-Unis, on va y venir, il va faire des ponts en fait. Ouais, il va revenir très souvent, il va faire des tournées en fait. Et il va remporter la première Super G-Cup en 94. La G-Cup, c'est le tournoi créé par Jushin Liger, qui est un tournoi à élimination directe pour les juniors, pour faire le pendant de la New Japan Cup, qui est le tournoi des poids lourds. D'accord. Voilà, mais Liger l'a créé pour les juniors, et c'est un show qui va se passer sur 2 nuits, où il y a que des juniors dans la carte. Ouais. Donc c'est incroyable, quoi. C'est pour vous dire à quel point que les juniors... ouais, c'est populaire. C'est populaire. Et il me semble, si je dis pas de bêtises, il bat, dans le Super G-Cup 94, il bat une légende, il bat Great Sasuke. Donc c'est quand même incroyable. Et il va lutter en dehors du Japon, durant toute cette période-là. Il va faire pas mal d'apparitions au Mexique et en Europe. Donc au Mexique, il va gagner... il va beaucoup affronter, j'ai pas le nom du titre exact parce que les titres sont pas trop importants au Mexique, mais il va garder un titre pendant 1 an en faisant des matchs qui dépassent les 40 minutes avec un luchador de l'époque ultra connu qui est Villano 3. Donc quand même le mec, en plus quand il va ailleurs, on le prend pas pour un débile. Voilà, c'est vraiment une grosse carrière. Il a un nom qui parle même en dehors des grosses fédérations, quoi. C'est ça. Et c'est là aussi il va rencontrer Jericho. Et tu voulais que je parle de la fameuse anecdote, c'est lors d'un Super G-Cup où il affronte Jericho, je crois que c'est en demi ou en quart. Et t'as pas la date? Je sais plus c'est quelle date. Excusez-moi, ça doit être 95 ou 96, je sais plus. Oui, parce que comme de toute façon, ils faisaient les ponts, ils pouvaient déjà être tous les deux déjà. C'est ça. Jericho aussi faisait les ponts. Oui, il a fait les ponts aussi un peu au début aussi. Ouais. Et ils font un match qui est très très bien. Et en fait, Jericho était fou parce qu'en fait, il connaissait Benoît parce que Jericho, on sait que c'est un student of the game. Et il dit, je vais affronter le Wild Pegasus. Putain, je suis trop content et tout. En plus, c'est un de mes partenaires canadiens, machin, on va bien s'entendre. Ils se sont bien entendus en backstage. Ils se connaissaient. Ils s'étaient pratiquement pas rencontrés en fait. D'accord. Donc, ils se connaissaient de nom mais pas rencontrés. Et là, en fait, ils ont pu sympathiser. Ils avaient une bonne vision du catch. Ils donnent un match de ouf. Mais au bout d'un moment, il y a un petit botch que personne n'a vu, mais là en fait Jericho Benoît veut faire un speedy heel kick à Benoît, sauf qu'il est trop loin, donc en fait le pied ne touche pas du tout Benoît, et Benoît l'a vendu. Et en fait, fin du match, Chris Jericho tout content d'avoir fait un match de ouf au Japon et tout, machin, il va voir Benoît, il fait waouh, t'as vu le match qu'on a fait, je suis trop content et tout. Et là il fait non, c'était nul. Il fait mais comment ça c'était nul? Il fait tu m'as pas touché sur le speedy heel kick et j'ai vendu quand même, j'aurais jamais dû. C'était nul, notre match est mauvais, j'aurais jamais dû. Ouais. Et en fait, le mec boucle, c'est pour ça que on revient sur le terme d'autisme, en fait, vraiment, le mec tellement dans la perfection et dans son truc, qu'en fait, un petit défaut dans le match, pour lui, le match est foiré. Vous vous rendez compte vraiment l'intensivité du mec et le serious business, quoi. Et. Même si ça fait poser des questions sur certaines choses. Oui. Donc, je reparlerai, il me semble que je citerai plus trop le Japon en détail. Donc, du coup, tu peux déjà dire premier passage WCW si tu veux faire le timecode. T'as oublié un truc.
Ah. T'as juste oublié un truc, c'est que, en fait, quand il dit ça à Jericho, Ouais. il s'afflige 500 squats. C'est pas la même, news, ça. Le 500 Ah ouais squat, c'est autre chose. Le 500, on peut la faire, je la fais vas-y. l'anecdote. C'est qu'en fait, il y avait un catcheur un jeune catcheur, je crois que c'était à la WWE ou à la WCW, qui charriait un peu les mecs et qui se la prenait un peu comme un ouf. Et en fait, Benoît, comme c'était un des leaders du ring, donc c'était la WWE, c'était l'un des leaders backstage, il est arrivé, il a fait, non, mais toi, je vais te remettre en place. Maintenant, tu vas me faire 500 squats. Si tu es aussi fort que ça, tu es capable de les faire, les 500 squats. Et du coup, le mec, t'as pas le choix, tu vas les faire. Par contre, je vais les faire avec toi. Et donc, du coup, en fait, pour recadrer le jeune, il l'a fait crever en entraînement intensif, mais il l'a fait avec lui. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. D'accord, moi je croyais qu'il s'était, ok. Non, Alors- il s'était pas flagellé. Voilà, ok, autoflagellé. parce que c'est ce que j'avais cru comprendre quand j'avais regardé des trucs. Donc là, on arrive au point ECW. Voilà. Bah, point ECW. WCW. D'accord. Son premier passage WCW qui va se passer entre 92 et 93. Donc, il est encore au Japon, hein. C'est entre les deux. De toute façon, qu'il est encore au Japon, je pense qu'il va être au Japon jusqu'au moment où il signe chez Vince. Parce qu'il signe chez Vince en 2000. Il arrêtera d'aller au Japon à fin des années 90, quoi. Ouais, voilà. Donc, Toute fin. Ouais, voilà. Donc, du coup, là, t'auras plus Oui, besoin c'est ça. de le. Donc, du coup, ça va être très court. 92-93. Hein. Voilà, ça va être très court ce passage. Donc, en fait, quand il va arriver, il va être en tag team avec un catcheur qui s'appelle Beef Wellington. Le mec qui s'appelle Buff Wellington. Buff C'est ce que j'étais en Wellington, train de me dire. ouais, donc ça me fait rigoler. Et pour participer pour un tournoi pour les championnats par équipe NWA. Parce qu'on est encore sous l'ère de la WA, ouais. Voilà. Mais ils sont éliminés au premier tour par une équipe qui me fait, bander. Désolé. Brian Pillman et Jushin Liger. Waouh. Ils ont pas fait que de s'affronter, ils étaient en équipe, les mecs. Oui, bah, de toute façon, même avant, là, on est avant Nitro. Ouais, voilà. Donc, incroyable. Et donc, du coup, là, c'est en 92. Il continue ses tournées au Japon. Il va revenir un petit peu en janvier 93 pour battre Brad Armstrong. On connaît toute la famille Armstrong, hein, Scott Armstrong et le Road Dogg, qui fait partie de la famille Armstrong, voilà. Et il va avoir donc là, c'est à Clash of the Champions 22. Et il aura une autre, là, c'est une victoire. Et il va avoir une défaite contre un autre catcheur l'un des premiers voltigeurs sur le mainstream, qui est Too Cold Scorpio. Tu vois, le nom te dit quelque chose, je pense. À Super Brawl 3. Et 3 secondes avant la limite de temps, il va perdre contre Too Cold Scorpio. Donc il va revenir juste pour catcher, en fait. Et il va être un tout petit peu par équipe avec un catcheur aussi légendaire qui est Bobby Eaton, qui est quand même connu dans les circuits NWA. Et après une défaite au Pepper Sambori, il retourne au Japon. Donc vraiment, c'est très court. Son premier passage est vraiment très 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 court. Donc là, on peut parler vite fait de 93-94 dans les fédérations où il va passer, et après on passe sur la FCW. Donc du coup, en fait, il va faire plusieurs... après la WCW, pendant qu'il est au Japon, il va catcher en Australie et à la CMLN au Mexique. Donc vraiment, quand on dit très souvent, on va y revenir, que les Vanilla Midget, même si lui, il a plus été en mid-card, il n'était pas dans la division junior quand il a WCW comparé à Eddie Hero, Dean Malenko, tout ça, lui, il va être très vite dans le mid-card. Et pas dans la division junior. Mais quand on disait c'était la backbone, parce qu'en fait tous les mecs étaient des globetrotters du catch. C'est pour ça aussi, les mecs étaient trop forts, tous. Tu vois, tous ceux que j'ai cités là. Ils ont tous fait, ils partaient tous en pèlerinage partout dans le monde. C'est ça. Et en 94, il va battre un catcheur légendaire dans une fédération dans le New Jersey liée à la NWA qui est Jerry Lawler. Donc il va quand même avoir un match face à Jerry Lawler durant cette période-là, il va le battre. Et il va affronter aussi Terry Funk dans un match qui va finir en double count-out, qui vont se passer dans les fédérations proches de Memphis et tout ça. Donc le mec qui tourne littéralement partout. Ouais. Et en 94, entre ses tournées au Japon, il y a quelqu'un qui lui toque à la porte et qui l'appelle au téléphone, qui est notre bon ami Polyman. Donc on arrive en 94 pour son run. Ouais, moi à j'ai l'ECW. 94-95. Exactement, c'est ça. Alors j'ai pas trouvé grand chose parce que son passage il est court, même si ça marque fortement les fans, c'est ce que j'ai noté. C'est ça. J'ai surtout dit que là ça lui permet d'adopter un style encore plus violent et intense. Il a une rivalité marquante avec Sabu. Et avant ça, il y a un truc qui va lui donner son surnom. Bah ça je l'ai aussi, c'est dans un match très brutal, il gagne le surnom de The Crippler. Et Mais j'ai pas l'adversaire. Et bah ouais. Je vais te donner l'adversaire. C'est en fait, comme tu dis, il est booké comme un catcheur dominant et pur in ring, mais violent. En fait, le mec il fait de l'extrême par son catch et pas par rapport aux objets. C'est ça qui est impressionnant. Et en fait, il va blesser Rocco Rock, un catcheur très connu de l'époque. Et en fait, le mec, il va le blesser qui est fait parce que le mec était vraiment blessé, donc on savait qu'il allait plus être là, et du coup on joue là-dessus, et il va gagner, comme tu dis, le nom de The Crippler.
Et qu'on gardera plus tard, parce que moi, quand je me suis intéressé à lui, enfin, quand on a commencé à le mettre en haut à la WWE, on l'appelait sa prise de finition s'appelait le Crippler Crossface, c'est ça. Voilà. Et donc, dans sa première apparition, il va participer pour un tournoi pour le NWA World Heavyweight Champion, avant que Paul Heyman intègre le CW, l'Extreme Championship Wrestling, et qu'il ajoute le titre CW. Il y avait encore le TNWA jusqu'au fameux quand Douglas le jette à la voilà, poubelle. c'est ça, quand il y a le screwjob de Douglas, exactement. Voilà, qui le jette à la poubelle et qui dit maintenant, ça c'est un titre pour les viols, Talmer. Voilà. Moi j'ai le nouveau titre CW et c'est là qu'il. C'est ça. Ben, je me demande si c'est pas dans le même tournoi, parce qu'en fait lui il perd en quart contre Too Cold Scorpion, et je crois que c'est le tournoi gagné par justement Shane Douglas. Shane Douglas. En fin d'année, à November to Remember, c'est là pour rebondir sur ton anecdote, c'est que là il va casser la nuque de Sabu. Legit. Legit. Ok. Alors deux choses. Déjà, on peut dire que lui, il a craqué totalement en coulisses quand il est revenu. Ah, il s'en est voulu. Il s'en est voulu comme jamais parce qu'il pensait avoir paralysé quelqu'un. Paul Heyman va lui expliquer, on revient sur les propos de Paul Heyman après. Ce bump, il est horrible parce qu'en fait, Benoît, il tente de faire un bump qu'on appelle pancake. C'est un flapjack. Tu vois, c'est quoi la prise du flapjack? C'est il prend le mec par la jambe, lui il tombe sur le dos et le mec tombe sur le ventre. Ouais. Prise toute simple. Oui. Sauf que Sabu, c'est pas ce qui lui passait par la tête, il a décidé de faire une rotation pour pouvoir faire comme s'il y a un surpassement. Et en fait, il tombe direct sur la nuque. Sur la nuque. Le bump, vous pouvez le trouver. Il est dégueulasse. Si vous êtes un peu sensible, n'allez pas le voir. Ouais, bon, c'est pas pour moi, quoi. Voilà, ouais, c'est du même niveau que la jambe de Sid, hein, pour moi. Ah, jambe de Sid, c'est violent sa mère, et donc le mec violent sa mère. Voilà, il s'éclate la nuque, mais mon Dieu, c'est n'importe quoi. Et donc du coup, il a la nuque pété, ça boue, voilà. Et en fait, Benoît, il est en pleurs dans les backstage, et Paul Heyman, il va le voir et il lui fait non, pleure pas. C'est une erreur, c'est un accident, c'est pas de ta faute. Sabu, il a mal compris ce que t'as fait, c'est aussi un peu de sa faute. Donc, tu dois pas pleurer, je vais continuer à te pousser. Et du coup, ton surnom de Crippler, je veux qu'on va t'appeler le Crippler Benoît. Parce qu'en fait, t'as cripplé Sabu. Tu l'as défoncé. Et Sabu, il en a voulu, on sait pas. Pas du tout, c'est Sabu, il s'en fout. Oui, Sabu, voilà. Sabu, il est là pour catcher, il s'en branle. Et puis Sabu, de toute façon, il a besoin de personne pour se péter la nuque. Et voilà. Sabu, de toute façon, il peut se péter la nuque en prenant sa douche. C'est ça. Il pouvait. Hommage à Sabu quand même, malgré tout. Et le truc très important, c'est qui va se passer dans son run, c'est qu'il va rejoindre un clan légendaire de la ECW. C'est là, je peux le dire, le nom est légendaire, on n'en parle pas assez, justement, c'est un clan mésestimé, mais légendaire. Tu vois ce que je veux dire? On parle toujours des Dudley, on parle toujours de Raven, on parle toujours de Tommy Dreamer, de Terry Funk, mais on oublie, parce que les gens n'aiment pas Shane Douglas, on oublie son premier clan, qui est la Triple Threat. C'est connu dans le nom. Donc ouais. Après, le nom va même être piqué pour un match pour WWE, parce que je rappelle que les Triple Threat match à la ECW, c'est les Freeway Dance. C'est WWE qui a commencé à appeler ça Triple Threat. Mais de base, c'est le nom du clan de Shane Douglas. D'accord. Voilà. Donc, du coup, il va être en équipe avec quelqu'un qui va le suivre aussi toute sa carrière. Dean Malenko. Oui, bah. Donc, du coup, là, on a Shane Douglas, qui est l'énorme talker, charismatique, gros pourri, accompagné des deux machines pure in ring. Ça pète comme clan, quand même. Et le clan, il aura plusieurs moutures et toujours aussi classe, parce qu'il y a une mouture où c'est Lance Storm et Chris Candido. Ouais. Avec Shane Douglas. Donc ça pète la classe, quand même. Ouais, même si Chris Candido est toujours un petit peu portrayé comme un comique. À cause de son période de CW, mais on oublie à quel point c'est un excellent catcheur. Exactement, ouais. Voilà. Donc du coup, ils vont reporter forcément le CW World Tag Team. En même temps, avec Benoît et Malenko, tu les mets champions, hein. Oui, normal. Et du coup, Douglas, il est champion World Heavyweight, accompagné des deux autres qui sont champions TV. Et Malenko, il va même avoir le titre TV. Le champion tag team. Tag team, et même Malenko aura le champion TV. C'est ça. Donc en fait, ils vont nous faire l'évolution, les mecs. Ouais, c'est cool, l'évolution avant l'évolution. Voilà, c'est ça. À croire que quelqu'un s'intéressait, a suivi la ECW chez Vince et qu'il a donné des idées. C'est ça. Et ils vont perdre leur titre par équipe contre une énorme équipe de l'époque, les Public Enemy. Oui. Forcément, les Masters of Table et tout ça, tu vois. Et le nom me parle en tout cas. Voilà. Et Benoît, il va avoir une rivalité contre les Steiner Brothers. Ouais. Parce qu'on rappelle que la ECW. On rappelle que les Steiner Brothers aussi, ils ont été partout. Ouais. Ah, c'est fou, hein. Et parce qu'ils avaient, quand ils sont à la ECW, les Steiner Brothers, ils étaient déjà passés par la WWE au début des années 90. Ah oui, ils ont mixé entre la NWA, ils allaient partout. C'est ça. Et sa dernière grosse rivalité, ce sera contre quelqu'un qu'il a déjà affronté avant, même à la WCW, et au début, tout comme champion. Ça va être son dernier plus grand adversaire, et en fait, il va quitter la ECW en août 95, parce qu'en fait, son visa n'est pas renouvelé. Paul Heyman. Et voilà. À la ECW, à l'époque là, il y avait aussi Eddie Guerrero.
Il y est passé, oui, bien sûr. En Donc, fait, les mecs étaient du Japon, en fait, ils donc ils se suivaient parce comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont devenus potes au Japon, ils se sont toujours suivis. Plus ou Et moins. c'était eux par contre pour le coup, c'était vraiment des potes. Ouais, Des là, ils sont, brothers, là, ils sont devenus vraiment ultra, ils commençaient déjà à être fusionnels, ils ouais. se considéraient comme des frères, ouais. C'est ça. D'ailleurs, Benoît inconsolable. Ah ouais, bah, La mort d'Eddie Guerrero a bah, joué. c'est ce qui a amené le drame plus tard, hein, de toute façon. Ça, plus les coups sur la tête, même si on a dit qu'on parlait pas trop du drame, on peut quand même faire quelques points. Mais la mort d'Eddie Guerrero, ça a quand même fait un changement chez Benoît. Hein, de toute façon. Ouais. Il s'en est jamais remis. Ça, j'ai jamais remis. Et donc du coup, encore une fois, Paul Heyman, parce qu'on l'encense sur la ECW et a raison, mais on oublie aussi que c'était un très mauvais gestionnaire et qu'en fait le mec il a Benoît dans sa fête, il est en train de le pousser comme jamais. Est-ce qu'on n'est pas sur la tête des pires gestionnaires de l'histoire du catch? Ouais, franchement ouais, parce que là le mec il est pas capable de redemander des visas de travail quoi. Donc du coup Benoît il peut plus se pointer à Philadelphie parce qu'il a pas de visa. Et parce qu'il est canadien. Donc du coup il est au Canada et il continue un peu d'aller au Japon. Et petit fait avant d'arriver sur le gros fait WCW, il fait un tout petit passage de WWF où il fait 3 dark matchs. Ah oui, d'accord, ok. Mais il a quand même mis déjà les pieds chez McMahon. Ça, je savais pas. Je l'ai appris en faisant mes news. En fait, parce qu'il y a rien qui est documenté. C'est ça. Et en fait, il va perdre contre Bob Holly, contre Adam Bomb et contre Owen Hart dans des dark matchs. Ouais, Owen Hart qui devait connaître. Oui, là, il le connaissait, oui. Et on arrive en 95, là où Benoît, grâce au partenariat New Japan, comme il y avait les ponts New Japan WCW, il va signer full-time à la WCW en 95. Mais bon, merde. Eric Bischoff a léché quand même, non, par Chris Benoit. Ça l'intéressait. Enfin, non, même pas, parce qu'il s'en battait les couilles, il y avait que Hogan qui comptait. Ouais, il y avait que les mecs en main event qui comptaient. C'est juste que là, il voulait tout piquer la ECW, je rappelle. Ouais. Et au Japon, en fait, tous les mecs étaient possiblement intéressés. Par contre, le Benoît va taper dans l'œil de catcheurs qui ont quand même de l'influence. Ouais. Les Four Horsemen. Il va faire partie des Four Horsemen. C'est ça, c'est qu'en fait, il va commencer dans la division Cruiserweight. J'avais dit qu'il va pas y rester longtemps, en fait. Au début, il va juste faire des bons matchs de fou contre des anciens collègues japonais, contre les autres Vanilla Midget, tout ça. Et en fait, il va rejoindre les Four Horsemen de Ric Flair, Arn Anderson et Brian Pillman. Et ça, c'est après, il me semble que c'est après Halloween Havoc. Exactement. Et c'est exactement ça. Parce que c'est quand Ric Flair turn sur Sting qui reforme la mouture des Four Horsemen. C'est ça. Avec Brian Pillman et Arn Anderson, ce que je viens de dire. Et du coup, ils annoncent le 4e membre parce que Four Horsemen, on est 4. Et ils font venir Chris Benoit. Putain, que la mouture là, elle est classe. Hein. Mais de toute façon, elle est reconnue comme étant une bonne mouture, cette mouture là. Ah ouais, elle dure pas longtemps parce que Pillman se casse très vite. Avec le délire de Pillman. Et derrière, ça va être remplacé par Dean Malenko. Bah, le poteau à Benoît. Ouais, le poteau à Benoît et les deux tapés, quoi. Et du coup, là, il est présenté comme un heel dur et sans pitié. Et on lui laisse son surnom de The Crippler, la gimmick. Donc du coup, lui, il va commencer sa première grosse rivalité à la WCW. C'est face à Kevin Sullivan. Parce que post Halloween Havoc 95, les Four Horsemen vont s'allier un petit peu avec le Dungeon of Doom. Oh oui, putain. Ça va pas durer longtemps parce qu'ils peuvent pas s'entendre. Oh putain. Et donc du coup, en fait, Benoît, lui, il va être en rivalité face au Taskmaster. Et en fait, qu'on rappelle qu'il était le booker, Kevin Sullivan. Durant cette période-là... Mr. Bookman. Bon, et dans cette période-là, il va se passer ça. Justement, le départ de Brian Pillman qui va casser le kayfabe en l'appelant Mr. Bookman, respectueux Mr. Bookman. Et derrière, en fait, comme Brian Pillman n'est plus là, parce que de base, la rivalité, ça devait être... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Ça devait être entre Sullivan et J'étais Pillman. pas sûr, donc je voulais te laisser le dire pour pas dire de conneries. Et c'est le remplaçant de Brian Pillman. C'est le remplaçant de Brian Pillman, sauf que là... Donc là, on est en 96 à peu près, ou 97. On est en 96, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça, on est en 96, fin 95, 96. Donc c'est exactement ça. Et en fait, Sullivan, en bon booker, il veut rendre la storyline ultra réelle. Et donc, du coup, il voudrait que Benoît ait une relation avec sa femme, qui est de l'époque, Nancy Sullivan, qui se faisait appeler Woman à l'écran. Même son nom, c'est Nancy Woman, je crois. Nancy Woman, ouais. On disait juste Woman, en okay. je crois. Et donc, du coup, il va dire comme c'est un all-timer de fou et ça. De jouer le kayfabe, même en dehors. À Burn. Donc, du coup, en fait, il dit, Nancy, tu dois tout le temps être avec Benoît, vous devez être aux mêmes hôtels, prendre la voiture ensemble, revenir au show ensemble. C'est que le moindre photographe, le moindre journaliste et tout, il faut qu'ils vous voient ensemble en dehors du ring. Quand tu fais une storyline comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Comme dans le cinéma. La réalité rejoint la fiction. Et en fait, Nancy Sullivan va tromper son mari avec Chris Benoit. Alors, il me semble, pour avoir aller écouter l'ami l'enfer du ring, qu'il y avait quand même des petits soucis entre elle et Sullivan. Aussi, oui. Et que je crois que Sullivan, une fois,
il lui a mis un pain. Je suis pas sûr. Hein. Faudrait que je réécoute l'émission, mais il me semble qu'en fait, elle était se réfugier chez Benoît. Exact, ouais. Après Ça une doit être prise de quelque- tête, après une prise de tête avec Sullivan. Voilà, C'est ça. Donc du coup, forcément, les deux, ils vont se détester. Sauf qu'en fait, c'est deux pourris du old school. Ça veut dire que Kevin Sullivan et Iris Booker, il va continuer à booker Benoît. Et Benoît, il va continuer à catcher. Ils vont même continuer leur rivalité. C'est ça. Allez voir les matchs. C'est pas des grands matchs in ring. En fait, si, c'est fascinant. Parce que Benoît, il est extrêmement technique, et il est parfait dans le ring, mais il est d'une intensité, et c'est l'un des mecs les plus legit quand vous voyez mettre des coups. Et vous êtes face à un gros taré qui ne vend pas et qui met des vrais coups. Parce que Sullivan est reconnu pour mettre des vrais coups. Sous-estimé, Sullivan. Non, dans il est pas l'histoire bon. du catch. Non, il est pas bon. Sous-estimé dans l'histoire du catch par rapport à ce qu'il a apporté, lui, Oui. c'est un énorme créatif. Oui, et tout. on en a déjà parlé. Ouais, on en a Fury déjà en a parlé mieux que nous. Voilà, mais par contre en termes d'in-ring, c'est juste qu'il est fascinant parce que c'est un gros bourrin. Ok. C'est qu'en fait le mec est pas super bon, il Et est puis, moyen. bon, physiquement, il est moche. Oui, en En plus. soi, à l'époque-là, il est pas beau. Et donc du coup en fait les mecs, ils vont avoir une énorme tension backstage, mais par contre à l'écran, ils vont s'en mettre des nions. En fait les mecs se mettent des atémis, ils vendent pas. Oui, c'est ce Mais que... sauf qu'ils se mettent pas les atémis bien joués. C'est les mecs, ils y vont comme des sagouins. Atémis, coup de boule, headbutt. Ils en ont rien à foutre. Les mecs, ils s'aiment pas. À la télé, on va montrer C'est ce qu'on aurait dû avoir avec Edge et Matt Hardy. Oui. Ouais, c'est un peu le même délire. Et la feud, elle va se terminer par un match de retraite à Bash at the Beach, 96, remporté par Benoît, évidemment. Oui, évidemment. Il fallait l'envoyer à la retraite. Évidemment. Et donc, du coup, Nancy, c'est cette femme qui aura un enfant avec Chris Benoit au début des années 2000 et qui, malheureusement, sera dans la tragédie. Dans la tragédie. Le Benoît, comme on a la WCW et les mid-quart d'heure, les feuds, c'est un peu compliqué, donc du coup, on va passer tout de suite en 98. Donc, c'est quand même là qu'on les appelle déjà les Vinny Midget. Largement, oui, on les appelle déjà depuis 3 ans. Vinny Midget, tu en avais parlé quand on avait fait l'émission sur Kevin Nash et sur Scott Hall. Ouais. Maintenant, elle a quand même quelques Donc, tu veux que je redise le terme? Voilà. Pourquoi on appelait Benoît, il faisait partie tu as dit tout à l'heure, de la backbone de la WCW. C'est-à-dire que c'était lui qui avait les matchs en mid-card où ça envoyait du pâté. C'est ça. En fait, la mid-card de la WCW. Dans les Vinny Midget, il y avait quelques gars dans la division Cruiserweight qui donnaient les openers de fou. Ensuite, il y avait des matchs de mid-carder qui allaient donner des matchs de fou en milieu de carte. Et ensuite, il y avait les main eventers qui donnaient pas de catch, mais par contre, il y avait un star power à tout débranler. C'est ça. Et le terme Vanilla Midget, c'est un terme péjoratif donné par Kevin Nash. Merci. Parce que c'est traduction littérale, vous êtes les nains de Vanille. Donc en fait, vous êtes blend parce que vous n'avez pas le star power, donc vous êtes de Vanille. C'est le terme quand on dit Vanilla. Et puis vous êtes midget, pas par rapport à la taille, mais par rapport par rapport à la taille. Ah, moi j'allais dire par rapport à leur place sur la carte. Non, la place sur la carte, c'est le terme Vanilla, si tu veux. Ah, ok, d'accord. Le terme Vanilla, comme je te dis, c'est vanille, donc un truc Vanilla, c'est quelque chose de blend. Ouais, ok. Donc on vous met au début de carte parce que vous n'avez pas la personnalité, comme nous. Et midget parce que vous êtes des petits. Et surtout que Kevin Nash se permet de dire ça parce qu'il mettait deux têtes à la plupart des mecs. Oui, donc voilà, donc forcément. Peut-être plus de 2 mètres. Voilà. Et du coup, pour eux, ça devait pas être trop la joie. C'est ça. Benoît, par contre, il faisait partie, mine de rien, dans tout ce truc-là, entre Eddie Guerrero, Dean Malenko, Perry Saturn. Benoît, c'est peut-être celui qui s'en est le mieux sorti, en vrai. Mais il y avait toujours le plafond de verre. Mais il était des fois upper mid-card, parce que lié au Four Horsemen. Donc des fois ça passait. Et parce que le problème de ces mecs-là, c'est qu'en fait, quand t'es dans le vestiaire et que tu discutes, tu te dis que t'as aucune possibilité d'aller plus haut que là où tu es. Exactement. Dis-toi que même le Giant, il était dans cette catégorie-là, c'est pour ça qu'il est parti. Ouais. Donc c'est quand même compliqué. Après, pour le coup, Giant, il était quand même green de chez green quand il arrive même à la WWE. Ouais, mais le run WCW du Giant, on en parlera dans la vidéo quand on fera la carte de Paul White, de Big Show. J'adore le run du Giant. Franchement, il y a des trucs de ouf. Ouais, c'est vrai. Surtout la WCW, Netty, il vous confirmera. Ouais, c'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai qu'il y a des trucs de ouf, notamment le Monster Truck. Non, mais ça, c'est après ça. Et du coup, quel fait marquant en 97, il affronte Perry Saturn. Et encore une fois, c'est pour ça que 97, c'est un show de merde. Voilà, on va pas parler du main event. Hein. C'est quoi? Voilà. Ça fait longtemps qu'on en a pas parlé, ça me manque. Il affronte Perry Saturn lors du plus gros pay-per-view de l'année, alors qu'il est en storyline contre le Flock de Raven. Putain, t'es beaucoup plus gros pay-per-view de l'année, pourquoi il affronte Perry Saturn et pas Raven? Ouais, c'est con. Ouais. Bah, par contre, ça donne un meilleur match de catch, hein, parce que Perry Saturn, Chris Benoit, c'est ouf. Hein. Oui, voilà, en terminerie. Mais par contre, ils sont potes. Ils sont potes. Hein. C'est là où ils deviennent tous potes, hein, de toute façon, qui vont donner radicaux plus tard. Et sa grosse rivalité, très intéressante qu'on est obligé de parler, en 98, il rentre en feud pour le titre de la télévision face à Booker T. J'ai aussi envie de dire certainement dans les années d'avant,
excuse-moi, t'as la feud avec Booker T, tu dois trouver des matchs pas mal à Nitro face à Eddie Guerrero, par exemple. Face à tous, ouais, Benoît, il fait partie des mecs, vous regardez la carte de Nitro, vous voyez que Benoît est dedans, allez voir le match. Ouais, voilà, tu sais que ça va être bien. Ça va être bien, voilà. J'avais oublié de dire par rapport à ses prises, donc lui, c'est là où il commence à populariser le crippler crossface, donc son crossface à lui. Non, vas-y, je te pose la question. Et j'avais complètement oublié que son premier finish, on pense tous que c'est crossface. Non, son premier finish, il l'a adopté parce qu'il était dans la donjon des Arts, c'est le sharpshooter au début. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça, à la WWE, il va commencer à le populariser quand il va devenir World Champion. Bon, il faisait plutôt le crossface quand il arrive à WWE, et après il va faire les deux. À la WCW, il fait quand même pas mal de fois le sharpshooter aussi. Et toujours heel là, toujours heel, ouais. Donc, toute sa carrière quasiment WCW, là, du début jusque là, il est heel. Voilà, c'est ça, c'est vers la fin, il y aura un turn face, on va y venir. Mais là, c'est eux qui l'ont popularisé au maximum, et à tel point, ça a marqué les gens, alors que c'était en mid-card, WWE va le refaire avec les deux mêmes mecs. Quasiment 6 ans, 7 ans. Voilà, le best of 7. Ouais. Donc en fait, les mecs, ils arrivent tellement pas à se départager, parce que les mecs, ils ont les dents qui grimpent, donc du coup, en fait, ils vont s'affronter dans une série de 7 matchs. Donc, ça va commencer par un 3-1 pour Benoît. Benoît va dominer 3-1, Booker T va revenir à 3-3. Et dans le dernier match, Bret Hart intervient pour aider Benoît. Et en fait, Benoît, il refuse, et du coup, il se fait disqualifier volontairement. Parce qu'en fait, c'est ce qui va amener le match entre Benoît et Bret Hart plus tard. Ça doit envoyer du pâté, ça. Ouais. Et donc, du coup, ils sont obligés de faire un 8e match. Donc, en fait, ça finit par un 8e match. C'est toujours très marrant. Et là, Booker T va gagner et remporte le titre. TV, le titre TV. Et en fait, les deux, ça les propulse vraiment dans le top de la mid-card. Vraiment. Parce que là, du coup, les yeux se sont tournés. Comme j'ai dit, si WWE l'a réutilisé ce truc-là derrière, c'est que ça, ils l'ont vu. Tu vois, c'est que les mecs autour de l'étoile l'ont vu. Je crois qu'à l'époque aussi, il me semble, excuse-moi, je digresse, je pars loin devant, mais il me semble qu'en fait, ils savaient pas trop quoi faire de Benoît, ils savaient pas trop quoi faire de Booker T à l'époque-là, la WWE, je parle là. Ouais. Du coup, ils ont décidé de revivre leur rivalité de la WCW et de leur coller 7 matchs. En vrai, c'était une bonne chose. C'était bien. C'était une bonne chose. Ouais. Mais ils en ont refait, non, après, des Best of 7 de la WWE. Il y a l'autre marquant, c'est Cesaro contre Sheamus. Ouais, voilà, c'est ça. Qui va donner The Bar, voilà. Donc, durant l'année 99, il est vraiment Four Horsemen. Donc, du coup, il y a plus Pillman, donc, il y a Malenko qui va rejoindre. Et en fait, Arn Anderson, il va être le manager, donc plus le catcher, donc ça va être qui, le 4e membre? Mongo McMichael. Oui, c'est là où c'est peut-être, Steve McMichael, voilà. Bon. Voilà. Et donc, du coup, le Benoît et Malenko, ils vont remporter leur tag team WCW, logique, un truc important. Ils vont affronter plusieurs équipes. Il y a des matchs de fou, hein. Benoît et Malenko contre Perry Saturn et Raven. Exceptionnel. J'ai plus le nom du show, mais les mecs me le diront dans les commentaires. Les mecs forts comme Nettie, je sais qu'ils me le mettraient dans les commentaires. Ils vont affronter aussi plein de match-up avec DDP dedans, des trucs comme ça. Ça va être vraiment très cool. Mais en même temps, vu les noms que ça peut être que cool. Ça peut être que cool. Et il va, je sais plus en quelle année. Alors, Owen Hart, il meurt en 99? Oui. Il meurt en 99. Il va avoir le fameux match hommage pour Owen Hart en affrontant Bret Hart. Donc un match de ouf, ultra technique, où les deux vont se faire plaisir, on va leur laisser faire du catch en main event. Donc c'est une bonne chose. Et on arrive entre 99 et 2000, donc du coup c'est tout le changement de Rousseau. Hein. C'est là où il fait le reboot? Ouais, c'est ça a commencé un peu avant le reboot et après il y a le reboot. Et donc du coup j'ai plus trop les dates exactes, j'ai pas noté dans mes notes parce que c'est trop le bordel de WCW, désolé les amis. Tu te rappelles quand on avait fait je sais plus quelle émission, on s'en était rendu compte. Hein. Ouais, que c'était l'enfer. Le seul truc que je vais dire, c'est qu'il va créer un clan qui va s'appeler The Revolution. Et le clan va être les mecs de la Triple Threat, Shane Douglas, Benoît, Malenko, et ils vont être accompagnés de Perry Saturn. Donc vraiment, ils refont un peu le clan WCW, le clan WCW, mais à la WCW. Tu m'as dit à la place de Douglas, t'as les Radicals. En fait. Exactement, c'est exactement ça, Thomas, c'est exactement ça. Et donc du coup, la gimmick, on est chez Rousseau, donc il faut casser le gimmick, il faut casser le kayfabe. C'est les jeunes talents frustrés contre la direction WCW. Donc dans les promos, Shane Douglas, il fait que de shooter sur les officiels. Bah c'est pas une gimmick. Non. En vrai, parce que c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va précipiter justement le départ de Benoît. Parce que là, tu vas y arriver quand même. Ouais, on va bientôt y arriver. Parce que là, je fais un petit chapitre vers le départ. J'ai plus grand chose à dire, donc dis-toi que c'est tout WCW. Là, j'arrive. Ouais, je ferai quel chapitre. Ouais, j'arrive à la fin. Donc du coup, en fait, c'est un groupe de heels rebelles. Alors c'est rigolo, c'est qu'en fait les mecs sont contre l'establishment, mais c'est des heels. LOL. Merci Rousseau. Est-ce que Pat McAfee est venu avec eux?
Ah, parce qu'en fait, on retrouve un petit peu un point d'actualité. Les mecs, en fait, ils râlent contre leur patron. C'est ce que a fait un certain Charles Montgomery. Phil Brooks, voilà. Ah, moi, j'appellerais toujours Charles Montgomery. Moi, j'appellerais, je vais pas dire ces mots. Ah, non, mais c'est bien parce que le mec a dit que heureusement qu'il est là pour défendre les places et pour les petites gens. Ouais, la voix des sans-voix, lol. Ouais. Par contre, en soi, moi, l'anecdote que j'ai entendue là, excuse-moi, mais bon, quand tu dis que les catcheurs, ils voudraient des places pour leur famille qu'on veut pas leur donner alors que les places se vendent pas, il y a quand même aucune race dans cette fédération. Et je vous serre la main, monsieur. Ouais, je vous pense serre la que main, Il monsieur. y a rien d'autre à dire. Voilà. On reprend sur notre ami. Voilà, donc du coup, il va, comme j'ai dit, dans toute cette période-là, comme il est solide en mid-card, il va quand même être champion US, champion télé, tout ça. On arrive en 2000, et en fait, il dit, je veux me barrer. J'en ai plein le cul. J'en ai pas le cul, donc Parce que là, y a pas d'autre il terme. en fait comprendre, je leur dis, moi, j'ai envie d'aller plus haut, vous avez vu ce que j'ai pu donner en main event, et en fait, vous voulez pas, vous me cassez les couilles et tout. Et en fait, ils se disent, putain, non, mais il faut pas qu'on le perde, lui. Dans une fédération non dominée par les dinosaures, quand je dis dinosaures, je parle pas que d'âge, je parle. C'est ce qui se serait passé. Il aurait Bah, fini par aller plus haut. Bien sûr. Dans bien une sûr. fédération normale. Le truc, Même à la. Le truc, c'est que là, après toutes les années de frustration, les dinosaures commencent à plus être là parce qu'on est chez Rousseau et que c'est le bordel et que Rousseau commence à pousser les jeunes, mine de rien. Oui. Bon. Je vais vous dire le nom, il a pas poussé que des jeunes, malheureusement. Et en fait, Benoît, lui, ça fait des années de frustration, tous ses collègues aussi, et en fait, il dit non, je me casse et tout. Et bah, du coup, qu'est-ce qu'ils lui font? Ils font, non, pars pas, on va te mettre champion du monde. Tu vas battre Sid Vicious. Il dit, ouais, si vous voulez. Il gagne le titre, il bat Sid Vicious lors du main event de je sais plus quel pay-per-view. Ah bah je l'ai. Tu l'as? Ah bah voilà. Je crois que je l'ai. J'ai plus le nom du pay-per-view. Je crois que je l'ai. Attends, excusez-moi les amis. Fin des années 90, la WCW traverse une période difficile. Bah, on est vers la fin. Mauvaise gestion créative, star mal utilisé et tout ça. En janvier 2000, événement marquant, Benoît devient champion du monde WCW. Exact. Mais il quitte la compagnie le lendemain. Bah, je vais y venir, mais Bah, t'as non, le pay-per-view ou pas? Bah non, j'ai pas le nom du Ah pay-per-view. ouais. J'ai juste Attends, je vérifie quand Ah, c'est même. Mayhem, je crois. J'ai pas le... Il me semble que c'est Mayhem 2000. Donc, du coup, il bat Sid Vicious. Alors, déjà, on est en 2000. Rousseau, soi-disant, il veut pousser les jeunes. Il met Sid Vicious même si on adore Sid, il met Sid Vicious en 2000 en main event. En plus, c'est un rip-off de Goldberg. Je te l'avais déjà dit. Oui, Ils essaient de le pousser pareil, sauf qu'en fait, ils prennent les gens encore plus pour des cons parce que on commence le show, il a 50-0, et on finit le show, il a 72-0. Oui, et il a catché une fois. Voilà, c'est ça. Où il a fait une promo. Voilà, c'est ça. Oui, bon, ça, de toute façon... C'est n'importe quoi. Donc, du coup, Benoît gagne le titre, et le lendemain, il leur pose le titre sur la table, il fait « Je me casse !» Ça, par contre, c'est beau. C'est beau, quand même. Le pied de nez est magnifique. Ouais, le pied de nez est magnifique parce que les mecs, ils lui donnent quand même le titre pour se dire il va pas partir, on l'a mis champion du monde et en fait il dit tenez votre titre de merde. Je rappelle qu'entre 99 et 2000 le titre ne vaut rien du tout. Hein. Donc forcément. Bah, c'est cette année-là, c'est dans les années-là où il l'a Arquette. Oui, bien sûr, Voilà. bien sûr. Et donc du coup, il quitte la fédération et il part pas tout seul parce que Eddie Hero, Dean Malenko, Perry Saturn, ils partent avec lui. Et du coup, où est-ce qu'ils vont les amis? Où est-ce qu'ils vont Attends, juste dernier truc. C'est que quand la WCW était encore ouverte, ils ne reconnaissent pas Benoît en tant que champion. Il n'est pas dans le linéage. Alors que techniquement il devrait y être. La WWE, quand elle rachète la WCW, elle remet Benoît dans le linéage. Bah aujourd'hui il est dans le lignage nulle part, mais Non mais, à ce moment-là. c'est beau quand même. Ouais, c'est bon. Et donc du coup, on va, si ça te dérange pas, on fait une petite Bah, c'est ce pause. que c'est pour ça que je te demande, je voulais que tu me dises où ils allaient et ensuite on coupe en pause. Et ben ils vont signer chez le concurrent, ils vont chez McMahon à la WWF, Sous le nom des Radicals. sous le nom des Radicals, on va y arriver. Ok, et ben super, on se fait une petite pause et Ouais. puis on reprend ensuite. Donc tout ce groupe des Radicals, il finit chez notre copain Vince McMahon. Exactement. Donc du coup, ils arrivent au Royal Rumble. Parce que 2000. c'est le Royal Rumble 2000. Ils commencent tout de suite les quatre ensemble. Ils vont avoir le nom direct des Radicals, les Radicals. On dit les radicaux en français, mais c'est Radicals. Et en fait, ils arrivent en tant que... on sait pas trop s'ils sont heel face, ils vont être très vite heel. Et en fait, on arrive chez McMahon. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives chez McMahon? Tu bouffes de la merde. Bah ouais. Et t'apprends à en aimer le goût. Et en fait, les quatre, ils vont perdre leur premier match. Notamment Chris Benoit qui perd face à Triple H. Triple H. Voilà, ça c'est rigolo parce que c'est ça. t'es de la WCW, c'est-à-dire que Chris Benoit est l'un des premiers anciens catcheurs de la WCW à se la faire mettre profond par Triple H. Un peu, ouais. Mais avec Jericho, mais c'était peut-être après les années 2000. Non, c'est durant ce run-là, c'est dans la même année. C'est dans la même Et année. Booker T, et Goldberg, et Kevin Nash. Et en fait, les trucs, c'est que même s'ils Et perdent, Sting. ils perdent face à Triple H et tout ce qu'il y a autour, ils vont s'allier à lui au début. Derrière, post ça, ils s'allient à lui, ils vont le défendre pour préparer WrestleMania 2000. Je crois que c'est à SmackDown le premier match de Benoit face à Triple H, il me semble.
Je sais plus si c'est un Raw ou un SmackDown. Je sais Il me plus. semble que c'est SmackDown, mais je suis pas sûr. C'est à possible, je 100%. sais plus. Et on va aller très vite, c'est qu'en fait les radicaux vont plus ou moins se séparer, sans vraiment se séparer, si vous voulez, jusqu'à ce que ce soit vraiment chacun de leur côté. Et en fait, Benoît, il va être très solide en mid-card tout de suite. En Et même en fait, temps, là, on est dans la retour à WrestleMania d'année 2000, donc il va avoir un fameux match à WrestleMania 2000, où il va faire un triple threat contre Chris Jericho et Kurt Angle. Et ce match est le but de pusher Benoît, de libérer Kurt Angle des titres mid-card, et de pusher un peu Jericho. oui. C'est pour ça que c'est une décision bizarre, on rappelle, c'est que le Non, mais c'est une décision bizarre, mais quand tu expliques, je comprends. comprend, ouais. C'est qu'en fait, c'est un 2 out of 3 fall. Non, c'est à 2 tombées. À 2 tombées, ouais. C'est à 2 tombées. Premier tombé, c'est pour le titre intercontinental. Et le deuxième tombé, c'est pour le titre européen. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que ça fait pas de sens parce qu'en fait, le titre important, il est au Le premier titre tombé. intercontinental est plus important que le titre européen. Mais le but, c'est que le face soit vainqueur à la fin. et le face, c'est Jericho. Et le face, c'est Jericho. Donc, du coup, Benoît, il Pin Jericho. il pin Jericho pour gagner le titre intercontinental et Jericho va pin Benoît pour gagner le titre européen et Benoît et Angle, il a perdu sans prendre le tombé ni la soumission. Et il s'est débarrassé de ces deux titres, ça permet de l'envoyer vers d'autres cieux. C'est exactement ça. Donc du coup, Benoît devient quand même champion intercontinental, donc C'est quand même classe. 2 mois après son arrivée, quoi. Ouais, ça 3 c'est mois, classe. non, Ça c'est classe. Ça c'est classe. Surtout que ça rentre dans tout le linéage où on disait que c'était le titre des Workhorses. Ça lui va très bien le titre intercontinental pour ça. Même si là on est presque à la fin de l'hératitude, on est La encore valeur des titres, elle a baissé. elle a baissé à ce moment-là. À part ta place dans la carte est plus importante que ton titre entre guillemets, quoi. Tu vois, c'est The Rock, Triple H, Austin, machin. C'est des mecs qui font le titre et pas l'inverse. Tu vois. Et il va quand même avoir un match de ouf en juillet. Donc on va un peu skipper ce qui se passe. Il va y avoir des rivalités, je sais pas, intercontinental, il va affronter beaucoup Jericho, tout ça, et en fait, en juillet, il va avoir un title shot pour le titre WWF face à The Rock, à Fully Loaded. Donc son premier titre. Premier match pour le titre Ouais, son mondial. premier match pour le titre, pardon. Et en fait, c'est alors oui, c'est ça, il va le perdre, mais il va donner un match de ouf face à The Rock. Franchement, c'était très cool. Et il va aussi participer à Fatal 4-Way aussi pour le titre, Unforgiven qui va perdre. Et en fait, à chaque fois, Benoît, on croit qu'il va gagner le titre, vraiment de comment il est booké et tout. Et en fait, il y a toujours une décision annulée par Mick Foley, parce que Benoît triche, il est. Ouais. Et en fait, il y a Mick Foley qui est le gros commissionnaire face, et en fait, il met des bâtons dans les roues à Benoît. D'accord. Voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu penses qu'on aurait déjà pu lui faire gagner le titre aussitôt ou c'était vraiment trop tôt? Mais pour moi, il était même pas en considération de lui faire gagner. D'accord, ok. On va y venir bien plus tard, mais le seul titre mondial qui va gagner à WWE. C'est en 2003. Ouais. Non, mais moi je te demande ce que tu pensais de le. Ah non, jamais de la vie, parce que. S'il aurait pu le gagner, c'est pas ça. Ah non, bah oui, mais ça revient sur ce que. C'est pour ça que je cite ça, c'est parce que le seul titre mondial qui va gagner, c'est le titre de la WCW. C'est le Beagle Belt. Oui, on va pas lui faire gagner le titre WWE. Il n'était jamais en considération pour le gagner. C'est pour ça. Je voulais faire Ah, d'accord, ok, ouais. Voilà, je voulais faire le parallèle là. Donc, en parallèle de toute cette année, il va avoir sa longue feud face à Jericho pour le titre intercontinental. Ils vont s'affronter à 3 pay-per-view. Il va le battre à Backlash, à Judgment Day, et ensuite ils vont arriver au fameux SummerSlam, qui va être là par contre gagné par Jericho. Ouais. C'est le fameux match échelle de ouf. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs échelle de toute l'histoire de WWE. C'est exceptionnel. Il y a des bumps qui vont trop loin, surtout quand on sait ce qui va arriver de Benoît. Et avant le drame, dans les anciens clips d'équipe promo, ne faites pas ça chez vous, on voit le Wall of Jericho sur l'échelle. En haut de l'échelle sur Benoît. Ouais, et après ils l'ont supprimé en 2007. Exactement. Donc c'est dans le retour ce truc-là. Et Jericho, ah oui, excusez-moi, ils vont s'inventer dans 3 trucs, mais c'est au Royal Rumble 2001, le match échelle. D'accord, ok. Donc, bon, je me suis juste trompé dans la date. C'est pas dramatique. Et Benoît, il va l'avoir 3 fois le titre intercontinental entre avril 2000 et janvier 2001. Oui, mais c'est à l'époque où les titres changeaient aussi assez régulièrement. C'est pour ça que ça n'a pas une grosse valeur. Exactement. En 2001, Benoît, il va quitter les radicaux. Ouais. C'est en 2001 qu'il va les quitter et il va tourner face en commençant à affronter l'un de ses anciens adversaires qui est Kurt Angle. Et du coup, à WrestleMania 17, donc le WrestleMania qui signe le clap de fin de leur attitude, il va affronter Kurt Angle. Donc c'est Benoît Kurt Angle à WrestleMania 17. Où ça n'a pas de sens que tu vois, Angle, vu il a été champion limite toute l'année et il affronte Benoît en mid-card. En mid-card, et l'année d'après c'est encore pire. Avec tout ce qui s'est passé de l'invasion, je rappelle qu'il va être face à Kane.
Et mais c'est parce que de toute façon, le Angle, il sauve la WWE, je dis une connerie, mais le dimanche, et le lendemain, le lundi, il est sifflé. Hein. Oui, À la fin de mais vu l'invasion. le booking, Donc, on c'est pensait tellement qu'il allait bizarre, rester en main event, c'est C'est bizarre. tellement bizarre. Mais du coup, Benoît, il va perdre contre Angle, forcément. Là, c'est normal. Oui, Contre Angle à WrestleMania 17. Puis Angle, quoi. Voilà, là, tu dois faire gagner Angle, il a été champion durant l'année 2000. Benoît l'est pas, tu vois, dans la logique, tu fais gagner Angle. Mais il va prendre sa revanche à Backlash dans un Ultimate Submission match. Oh, ça doit envoyer du pâté par la poste. C'est une clinique de catch. Ouais. Bah, C'est déjà, qui, de toute façon, à les partir deux. du moment où tu me dis qu'il y a Kurt Angle dedans, Bah, de toute façon, les deux, ils vont pas trop se lâcher, et c'est ce qui est trop bien, parce que les deux, c'est un match de ouf. c'est avec lui, non? Qui vont créer leur équipe quand Stéphanie, Exactement. décide de lancer, on en parlera un petit peu après. On en parlera Parce un que petit c'est peu. pas tout de suite. C'est pas tout de suite. Dans la rivalité, il y a Benoît qui va voler la médaille de Kurt Angle aussi, un truc un peu marrant, tu vois, où Angle pète les plombs parce qu'on lui voit sa médaille. Et c'est Benoît qui va perdre la feud, justement, à Judgment Day, dans un 2 at Tree Fall, justement. Donc, meilleur des 3 tombés pour montrer vraiment qu'il est le meilleur. Et Angle, il va gagner grâce à l'aide de Edge et Christian. D'accord. Et là, on va bientôt arriver à la blessure de Benoît, non? Bah oui, justement, parce que, post ça, il y a quand même pas mal de trucs avant la blessure. Post ça, justement, comme Edge et Christian, ils ont attaqué, ils ont fait gagner Angle, et ben Benoît, en fait, il va se trouver un partenaire par équipe, justement, pour aller taper les autres, qui va être Jericho. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, les deux anciens aussi rivaux. Oui, les deux anciens rivaux. Les deux Canadiens, ils se connaissent très bien. Un chouïa. Voilà, un chouïa. Et ils vont battre Edge et Christian dans un tag team turmoil match pour devenir les challengers numéro 1 au titre WWF par équipe, qui sont les champions par équipe de l'époque. Eh ben, c'est pas les Two-Man. C'est le Two-Man Power Trip, bien vu Thomas, tu suis, c'est exactement ça. Parce que là, après, je connais parce qu'on arrive à l'invasion et voilà. je sais que... Donc c'est Triple H et Steve Austin qui dominent toute la WWE parce que Triple H, il est champion intercontinental et champion par équipe. Mais gratin, il a tout pris. Voilà, les deux ont tout pris. Les deux ont tout pris, salade tomate dans l'oignon. Donc du coup, le lendemain, à Raw, Benoît et Jericho, ils vont battre Stone Cold Steve Austin et Triple H. C'est là où il a la blessure de Triple H. Où il se nique le quadriceps pour la première fois. C'est l'un des meilleurs matchs par équipe de toute l'histoire de Raw. Malgré la blessure de... Triple H, il est surhumain, il se fait péter le quadriceps. Et il continue. Il se prend un Wall Jericho sur la tête des commentateurs alors qu'il a plus de quadriceps. Hein. Et puis, c'est 9 mois après, où Triple H revient sans coup. Exactement. Voilà. Exactement. Donc du coup, c'est incroyable ce match, vraiment. Il les a pas débouchés tout de suite, mine de rien, Vince McMahon. Il va les déboucher pour plus tard. Parce que, à SmackDown, le 24 mai, il y a TLC 4. Allez le voir. En plus, en weekly, de mettre un match aussi fou en weekly, là, franchement, à l'époque, il faisait plaisir, hein. Là, comparé aujourd'hui. Donc, du coup, c'est un match à 4 équipes. Donc, c'est Benoît, Jericho, Edge et Christian, les deux de Boys, et Aisha Speed et Ellen Knight. Non, rien à voir. Ah, merde. Je sais qu'il y a 4 équipes et je sais plus c'est qui la dernière. Bah, c'est pas Chavo et Ellie. Non, j'ai plus. Je sais qu'il y a je sais qu'il y avait... Bah non, il y a 4 équipes, je suis bête. Les Hardy Boys, Edge et Christian, les deux de les Boys, et Jericho et Benoît. J'avais dit les 4 équipes, en fait, je suis bourré. Excusez-moi, il est tard. On tourne encore en nocturne. Minuit 40. On tourne encore en nocturne. Et en fait, dans le match, Benoît, il subit une véritable blessure. Il s'explose le cou. Parce que... Et le spot, moi... Mais le truc, c'est que moi, je pensais qu'après ça, il partait tout de suite. Non, j'ai refait la chronologie. Il va continuer de catcher avec le cou brisé. Il me semble que tu en parles quand on a fait l'émission, je sais plus sur qui. Peut-être sur Jericho, peut-être. Peut-être sur Jericho parce qu'on en parle avec Nettie. Exactement. Et il me semble qu'on le dit justement qu'il se pète le cou mais qu'il continue. Ouais, donc il est un grand malade et le moment où il se pète le cou, c'est il veut tenter un diving headbutt de l'extérieur du ring sur quelqu'un qui est sur une table, sauf que la personne esquive et en fait il saute tout seul sur la table et en fait il se prend la table, ouais. Non, il tombe à plat et en fait ça fait un choc. Coup du lapin. Ouais, un peu le même délire, voilà. Et le truc incroyable, c'est que le mec a le cou brisé, il va affronter Austin pour le titre WWF 2 fois. Ouais. Donc du coup, la première fois, fin controversée où ils refont le Montréal Screwjob. C'est à l'époque où Steve Austin est heel. Ouais, il est heel, donc bande de connards. Et il va reperdre une seconde fois, et là, c'est le WWF, ça reste un mec de SCW. On va le faire perdre dans sa ville à Edmonton. Comme tu as dit, de toute façon, il n'y a jamais eu de discussion pour le faire gagner le titre WWE. Ouais, voilà. Donc, mais ça donne des bons matchs et le deuxième est bien plus disputé. Mais après, parce que est-ce qu'ils n'avaient pas joué sur le fait que ils avaient blessé Triple H et c'est pour ça qu'on avait eu encore des Austin. Oui, bien sûr, il fallait continuer le truc. Donc malgré la blessure, il va aller quand même jusqu'au King of the Ring où il sera battu dans un triple threat match avec Jericho.
Ça, par contre, allez voir ce match. Et ouais, le mec, on se rend pas compte, il a le coup brisé, c'est un truc de fou. Parce que mais ils ont failli aussi blesser Austin dans le match, il me semble, et c'est pour ça qu'après, derrière, l'autre est blessé et que Jericho... Au King of the Ring. Et Au King of the Ring, c'est Booker T qui a failli blesser voilà, Austin. c'est ça. Voilà, c'est ça. Il était tellement excité qu'il a voulu le passer à travers la table des commentateurs. Il l'a éclaté aussi. C'est que McMahon, comme c'est du bon catch, le main event, tu as pas spécialement plu. Et Booker T a fait tuer Austin. C'est exactement ça. Voilà. Et du coup, on est d'accord que là, on va pouvoir fast forward. Ouais, j'allais dire en français fast forwarder, mais je sais pas si ça se dit. Enfin, on va pouvoir avancer vite vite. Là, de toute l'invasion. Bah oui, parce que Triple H, Benoît sont les deux personnages qui manquent. Oui, c'est ça, parce que le King of the Ring, c'est plus ou moins le début de l'invasion. Je l'avais dit, c'est le début de l'invasion, clairement. C'est la veille où vraiment l'invasion commence. Ouais, c'est ça. Donc du coup, Benoît, lui, là, il faut qu'il parte se faire soigner. Normal, le mec a dû péter, et puis voilà. Donc du coup, on va arriver au moment du draft. Donc post-invasion. Parce que post-invasion, c'est l'arrivée de Ric Flair, ça s'est arrivé avec Vince McMahon, et en fait, en 2002, il décide de faire une vraie draft. Voilà, c'est ce que moi, j'avais jamais compris et que je me suis trompé plusieurs fois dans une de nos émissions. En fait, SmackDown existe déjà depuis quelques années, mais là, c'est la vraie séparation des brands. Exactement. Et avec Ric Flair, je crois qu'il va être general manager propriétaire de SmackDown. Non, de Raw. De Raw et Vince McMahon de SmackDown. Voilà, merci. Parce que après leur match et l'intervention de Steve Austin et toutes ces conneries, Linda McMahon, elle dit non, vous aurez chacun vos deux shows. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Et lors du premier draft, Benoît, il est choisi par Vince McMahon pour SmackDown, alors qu'il est encore blessé. Ouais. Voilà. Sauf que, à son retour, il revient à Raw. Complètement con, mais bon. Et il effectue un heel turn en attaquant Ric Flair, parce qu'en fait, il revient en tant que face, Ric Flair l'accueille et tout ça, ancien Four Horseman, sauf qu'il turn sur Flair et il s'allie à Eddie Guerrero. Parce que Eddie Guerrero, il était en bisbille avec Ric Flair à l'époque. Et en fait, ils vont avoir un match contre les deux Dudley Boys dans un elimination table où ils vont perdre. Et la semaine suivante, Benoît, il va battre Van Damme, il va devenir intercontinental champion pour la 4e fois. Donc ça, c'est quoi? C'est fin 2001? Début 2002? Début 2002. Ok. On est mi-2002. Ah oui, quand même. Oui, parce que de toute façon, sa blessure au cou, ça l'éloigne un moment. Ah oui. Et ben, il revient, j'ai même pas donné la date, je crois. C'est en 2002. Non, j'ai pas donné la date, j'ai pas noté. Ok, c'est pas grave. Et en fait, le mec, il végète en mid-card à Raw, on sait pas trop quoi faire de lui, même s'il est champion intercontinental, il va le perdre de toute façon. Il y a un nouveau booker à SmackDown. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. J'allais te dire, parce que tu vois que je suis. Y a pas un certain mec qui book SmackDown et qui aime beaucoup avoir du catch dans son show? Et exactement, c'est Polyman. Et puis y a pas une general manager, c'est Stephanie McMahon? Ouais. C'est ça. C'est ça. Alors il y en a une, c'est hors écran. Enfin, une, c'est en écran. L'un, c'est hors écran. Et il fait venir tous les mecs quelques-uns des radicaux, parce qu'on sait pas comment se servir à Raw. Exactement. Et donc du coup il dit venez à SmackDown, si vous voulez pas avoir de catch à Raw, moi je les prends moi. Et donc du coup il va perdre son titre intercontinental contre Rob Van Damme à SummerSlam. Au revoir, hein, Rob Van Damme, Benoît, vous pouvez les voir. 2002. Donc c'est c'est l'année où Brock Lesnar il va à The Rock. C'est le SummerSlam où il va à The Rock. Et puis on va bientôt arriver au Reine de la Terreur. Oui, à Raw. Exactement. À Raw, je dis. Là, je suis, hein. Ah, là, tu suis. Là, je suis, hein. Et il va battre Angle. Donc là, il est à SmackDown. Il va reprendre sa rivalité contre Kurt Angle. On va y arriver, Thomas. Il va battre Kurt Angle à Unforgiven. Et en fait, le truc, c'est qu'ils peuvent tellement pas se saquer, ils arrêtent pas de se taper dessus. Il y a Stephanie McMahon, elle les convoque, elle fait j'en ai marre de votre rivalité, vous êtes trop forts tous les deux. Ben, je vous veux en tag team parce que je veux la meilleure division par équipe pour couronner les nouveaux champions par équipe de SmackDown. Ouais, ça va. Ça va. Benoît Angle, ça va. À 2, on a 200 de work rate, hein, sur 100. À 2, ça va. Ouais, sur 100, ouais, c'est ça. À 2, logiquement, c'est pas eux les premiers champions par équipe de SmackDown, je comprends pas. Ouais, voilà. Donc, du coup, là, en plus, la chimie entre les deux est incroyable parce que Kurt Angle n'arrête pas d'haranguer Benoît, il reste ses poker face toujours. Et qu'en fait, les mecs, ils se défient dans leur propre match. Voilà, l'autre, il fait German Suplex. L'autre, il est pas content, il fait le tag, il fait une autre German Suplex et il fait c'est qui fait la meilleure. Voilà. Et puis c'est dans cette division tag team là où t'as justement les Guerrero qui arriveront plus tard, qui vont faire le SmackDown 6. Et aussi Voilà, et Mysterio et Edge. Voilà. Et justement, on y arrive, ça, vous devez absolument le voir parce que c'est l'un des meilleurs matchs de l'histoire de WWE. Tout confondu. Je ne déconne pas. Il me semble qu'on en a parlé dans l'émission sur Angle. Et j'en ai parlé dans l'émission sur Edge et on en a un peu parlé avec Rey Mysterio. Donc on en a parlé surtout. On a No Mercy. Tag Team Champion, World Tag Team, WWE Tag Team Championship. Edge et Rey Mysterio contre Kurt Angle et Benoît
c'est Kurt Angle et Benoît qui vont gagner. C'est un excellent match qui a été nommé match de l'année par le PWI, ultra bien noté par Meltzer. C'est un excellent match. C'est vraiment un match à voir. De toute façon, le problème de SmackDown de cette époque, c'est le booker qui fout le bordel dans les réunions. Bah oui, qui fait que ça va le problème, c'est que Paul Heyman, il fait un peu trop le malin, c'est qu'il chobé. Oui, parce qu'à cette époque, SmackDown battait très souvent Raw en rating. Voilà, et le problème, c'est que Vince a toujours considéré Raw comme le show A et SmackDown comme le show B. Exactement. Voilà. Et en fait, le mec, dis-toi qu'il a le champion disputé. Bon, après, il va y avoir la Big Gold Belt et pas le champion d'intérieur, mais on a Brock Lesnar en champ. On a cette division par équipe. Taker. On a Taker. Donc déjà, on a les deux gros noms là. On a toute cette division par équipe du feu de Dieu. Ouais, SmackDown, ça pétait la classe. Hein. Ah. Ça pétait la classe grave. Hein. Donc les mecs, c'est full charisme. Ouais. C'est vrai, parce que pas full. Avec Brock Lesnar et Angle et Taker. Et Taker, t'as full charisme. Et en plus, t'as tellement, c'est tellement haut que tu peux te permettre de mettre Angle en team par équipe. C'est ça. C'est un truc de fou, le truc, c'est que, en plus, la Brock Lesnar, ça reste une machine à catch, encore plus ça catch. Et que, en mid-card, là, le work rate, là, c'est... Est-ce qu'on n'a pas le Big Show qui est aussi, là? Oui, Big Show. Et on a bientôt l'arrivée de Cena. Oui, c'est ça. Même si c'est pas encore Cena, c'est encore... Oui, non, mais c'est ça. Ouais, SmackDown, c'est là où il faut être. Hein. Jericho qui va être encore à SmackDown à ce moment-là. Ouais. Qui va pas tarder à passer à Raw. Oui, parce qu'après, moi, je sais que dans les passes à Raw après. Mais dans l'année 2002, il y a Jericho dedans. Non, mais c'est un truc de fou, SmackDown. C'est la reine avec le point. Oui, voilà. La fameuse, elle est excellente. Moi, je l'adore. Hein. C'est pour ça que quand je joue à Shut You Mouth ou Here Comes the Pain, c'est la meilleure arène. Quoi. Le point qui traverse l'écran, là, c'est trop la classe. Et ils vont défendre leur titre contre les Los Guerreros, qui vont battre. Ils vont avoir un très court par équipe. C'est pour vraiment les couronner champions et mettre une crédibilité sur le titre, parce qu'ils vont perdre contre Jerry Mysterio dans la revanche. Ce qui est normal dans le booking et tout ça. Surtout qu'on veut renvoyer les Kurt Angle vers le haut, de toute façon. Et donc l'équipe se sépare. Angle, il devient justement challenger numéro 1 pour le titre WWE. Et ça provoque le turn face de Benoît. Et puis est-ce que ça, quand Angle justement il va vers Brock Lesnar, ça emmène à leur match à WrestleMania? Ouais, bah oui, c'est dans tout ce là. Angle, c'est voilà, en fait c'est ça, c'est que Kurt Angle lui reste heel et qui va être machin. Je rappelle qu'il va prendre le titre sur le Big Show quand il fait challenger numéro 1. C'est que dans l'année, Brock Lesnar il fait son run, il perd son titre face au Big Show sur Survivor Series. Et qu'en fait, derrière, dans un triple threat, Angle, il bat Big Show pour devenir champion. Et ça mène à WrestleMania à 19. 19. Benoît, lui, fin d'année, il va affronter son pote. Justement, pour continuer les délires par équipe, il va affronter des héros. Donc, on avait un. Ouais. Et en fait, comme Angle, il a remporté WWE Championship, Benoît, il entre en feud contre la team Angle. Et donc, du coup, là, je vous conseille encore une fois d'aller voir ce match. Parce que justement, en attendant le Brock Lesnar contre Kurt Angle à WrestleMania, on est au Royal Rumble 2003. Kurt Angle, il défend son titre contre Benoît. Clinique absolue de catch. Là, les deux, ils commencent vraiment à être au prime, hein, tous les deux, même si Benoît et Angle est cassé. Là, c'est un match pur wrestling, les soumissions, les machins, le Kurt Angle qui est un pitbull, sauf que l'autre il est autant pitbull que lui, donc c'est les renversements de Creeper Crossface into Ankle Lock, into Creeper Crossface, into Ankle Lock, into German Suplex, into German Suplex. C'est exceptionnel. Franchement, ça envoie du pâté. Il me semble qu'on en a parlé dans l'émission. Ah ouais, on envoie du pâté de jambon, du pâté de tout ce que tu veux. Voilà, je trouve plus mes mots. Je sais ce que je vois en un Momo. Et en deux mots, Momo. Voilà. Et à No Way Out, gros match quand même. Benoît, il va faire équipe avec Brock Lesnar et ils vont battre la team Angle. Pour préparer parce que Lesnar, il est Rumble. Normal. Et donc, du coup, à WrestleMania 19, Benoît, il va se retrouver dans la mid-card dans un match très fun. Hein. Je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo de la Rousse Agression de Lunatic Enigma qui a review le show WrestleMania 19. Ouais. Et du coup, il parle de ce match, ou même son ami qui est avec lui, Pépé Foot, qui est pas un connaisseur de catch, il a trouvé ça très cool. Parce que le match est ouf. Et en fait, Benoît, il va faire équipe avec Rhino. Ah, je me disais bien que t'avais pas encore dit le match. Ouais. J'ai raté le match. C'est ça, il va faire équipe avec Rhino pour affronter les Los Guerreros et la World Tag Team Champion. Et en fait, c'est un triple threat par équipe, et en fait, c'est un match qui s'arrête jamais. Et attention, il me semble que c'est WrestleMania 19 que tu dis que tout est regardable. Et tout est bien. Voilà, tout est bien. Ça. En vrai, pour moi, tout est bien. C'est WrestleMania-là que tu dis. C'est ça. Et donc, du coup, le match est cool, même si Benoît, on a bien vu que lui, on le redescend tout de suite, en fait. Il y a un truc qu'on va lui donner un match de championnat, mais après, il faut qu'il reparte en bas. Oui, parce que de toute façon,
C'est ça. Et donc du coup, en juin, donc il y a quand même quelques mois qui se passent, ils vont remettre le titre US dans la brand de SmackDown, donc il va être réactivé. Ouais, Intercontinental à Raw et US à SmackDown. C'est ça. Et en fait, ils vont faire un tournoi et Benoît va perdre la finale du tournoi face à son pote, face à Eddie Guerrero, qui va être le premier champion US réactivé en fait. Bon match, de toute façon, hein. Benoît Guerrero, vous pouvez aller voir. C'est quoi, on est dans l'époque où c'est JBL, le champion de SmackDown ou un truc comme ça? Attends. Non, là on est encore dans Kurt Angle et Brock Lesnar. Ok. Durant toute l'année là. Ah, et Brock Lesnar, il part l'année d'après. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. JBL, c'est après Brock c'est Lesnar. après ça, c'est après WrestleMania. Donc il échoue de nouveau à gagner le titre dans un Fatal 4-Way à SummerSlam. Il arrivera toujours pas. Il en a eu un des matchs pour le titre, ouais, putain. Ouais, voilà. Là, je crois que c'est pour le titre US, à SummerSlam, si Ok. je dis pas de bêtises. Par contre, à Survivor Series, Benoît, il élimine Lesnar dans le match classique Survivor Series. Classe. Il élimine Lesnar. Donc, du coup, ça lui donne un match pour le championnat WWE contre Lesnar à SmackDown. Vous devez aller voir ce match. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Brock, donc je vais le répéter. C'est Lesnar qui gagne en faisant abandonner Benoît parce que il popularise la Brock Lock, qui est le stretch muffler, où il plie Benoît en 8, où on se dit Benoît avec son physique on peut pas le plier, bah si on peut le plier. Voilà, où il lui prend la jambe par-dessus sa nuque, Brock Lesnar, et qui fait un squat sur lui. Donc, t'as dit qu'on était au Survivor Series. Là, on a SmackDown, donc c'est le lendemain de SummerSlam. Là. Ouais, SummerSlam, pardon. Non, le Survivor Series, le lendemain de Survivor Series et le SmackDown d'après. Voilà, mais parce qu'il élimine le Survivor Series, donc dans le match par équipe Survivor Series, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est ça. Donc, si je réfléchis bien, on arrive à la fin de l'année 2003. Exactement, Thomas. Et donc, on va se diriger tout doucement vers le Royal Rumble. Oui. Et, vu toute l'année qu'il a fait, alors qu'on ne peut pas le monter, le match qu'il donne à Brock à SmackDown, de The Rock, quand il a affronté The Rock, quand il a affronté Austin, quand il a affronté Kurt Angle, quand il a affronté Brock Lesnar, on se dit, mais attends, mais... Revendable. Ouais, non, mais là, je parlais des main eventers. Ah, pardon. On se dit, bah, Benoît, faut peut-être quand même... Penser à lui. On va peut-être penser à lui quand même. On arrive à un WrestleMania avec un 0. Exactement. 10, 20, où ils essaient toujours de faire un petit renouveau. Exact. Voilà. Et donc, et en plus, il s'est passé un truc, c'est qu'un certain Tonton Hunter, qui a pris tout le gratin, et qui fait à peu près 200 kilos, ouais, mais pas de muscles pour le coup, parce qu'il est pas beau. Ouais. Oh, à WrestleMania 20, ça va. WrestleMania 20, ça va, mais on n'est pas encore à WrestleMania 20. Là, on parle de 2003, où il a... Dans une storyline interminable contre Shawn Michaels. Ouais. Contre Shawn Michaels tout le temps. De toute façon, chaque fois quand il affronte pas Shawn Michaels, il affronte des catcheurs WCW. Oui. Et donc, son but, c'est je cherche un mot poli pour pas dire le mot en V. C'est de sodomiser voilà. toute la WCW. Notamment un petit SummerSlam avec un Elimination Chamber où je parlerai pas pour pas m'énerver. Mais du coup, il semblerait que dans les discussions, tonton Triple H, il a dit, j'aimerais bien avoir un vrai combat de catch. Oui, parce que j'ai affronté tous les déchets WCW, là. Parce que bon, je me suis tapé tous les déchets, même mes potes, hein. Même les potes de la clique, y a pas de clique. Y a pas de clique. Là, c'est moi qui... Voilà, le seul moment où je fais des bons matchs, c'est Shawn Michaels. C'est parce que c'est mon poteau, et puis parce que Shawn Michaels, il ferait des bons matchs contre le ballet, sauf si le ballet s'appelle JBL. Bien joué. Merci. Et du coup, on décide de faire gagner à Benoît le Royal Rumble. Et de l'envoyer justement faire... Pas tout de suite. Pas tout de suite, parce que je me rappelle, moi je te parle storyline. Je sais pas comment c'était dans le... Coulisses, c'était prévu justement que derrière il part par... Donc il bat le Rumble, tu veux parler un petit peu du Rumble? J'adore ce Rumble, mais on peut plus en parler. Hein. Bah, c'est pour ça qu'on va le faire. C'est que, en fait, au 1er janvier de 2004, il se qualifie pour le Rumble, Benoît. Il gagne un match. Et il rentre en premier dans le Rumble. Il va le faire. Et il va le gagner. Donc encore un mec qui a fait le premier, qui va faire tout le match. Il est trop bien dans ce match. Et il élimine... On n'aurait jamais cru, parce que très souvent, le Big Show nous fait chier dans les Rumble. Et ben, en fait, il élimine le Big Show en dernier. Ouais. Donc du coup, là, ça met vraiment la flip, parce que très souvent, les géants, ils sont éliminés par 15 catcheurs en même temps, parce qu'en fait, les mecs sont trop dangereux, donc on s'allie à eux. Là, Big Show arrive à se retrouver en finale. Dans les cordes, hein, c'est ça. Hein. C'est génial. Ouais, il l'attrape en guillotine, choke, vraiment position de souplesse, de front face lock. Et en fait, il va rester à traîner le Big Show de la 3e corde pour le jeter. Et donc, il gagne le Rumble et il a une chance pour le titre. C'est ça. Et c'est Triple H qui fait le malin à SmackDown, à Raw, c'est un truc comme ça. Et c'est là qu'on dit qu'en fait, Chris Benoit l'a choisi. Ouais, parce que l'autre, il lui dit, en fait, il le provoque et tout ça.
En plus, il lui dit non mais Brock Lesnar, parce que je crois que Brock Lesnar est encore champion, il y a pas une, oui. Oui, bon, là, j'ai pas vu qu'il perd À No Way Out après. à No Way Out, Donc, du notamment coup, voilà, à c'est cause d'un certain. Voilà, c'est ça. Bill Et en Goldberg. fait, le truc qui fait que ça va faire son choix, c'est qu'en plus, c'est Eddie Guerrero qui va gagner le titre, et qu'en fait, il va pas, il aurait pu affronter son pote, mais non, là, il veut être champion face à l'adversaire le plus dominant, qui est Triple H. Donc en plus, Triple H met grave en avant pour ça. Mais en backstage. Et c'est une théorie que tu avais donnée toi dans une des toutes premières émissions des couloirs du catch. Ouais, je vais la redire. C'est que vous le savez très bien qu'à WrestleMania 20, c'est un triple threat. Il y a Shawn Michaels qui va être ajouté Oui. au match. Et ma théorie, je la maintiens encore aujourd'hui, c'est qu'en fait. Austin. Austin. Théorie. Oh putain. J'y étais pas là. T'étais à Austin. Mm. Oh putain, je m'en vais. Allez, c'est bon, je me tire. Là, j'ai pas tilté. Oh putain, il m'a fait flipper. Il y a Nico qui vient d'arriver. Ah oui, parce que j'ai dit. Oui, c'est exactement pour ça, ouais. Ça va parce que t'as quelques mots, t'as juste quelques semaines de retard. Par rapport à la fois, on voulait que t'interviennes pour nous dire un truc. Ouais. Donc, Je suis à l'heure. En Suisse, je suis à l'heure. c'est vrai. Non, du coup, On reprend. Nico est venu nous faire un petit coucou. Ouais. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Et ben, c'était ma fameuse théorie Voilà, dans c'est les ça. premières vidéos de l'histoire des couleurs du catch. C'est qu'en fait, normalement, ça devait être, dans l'idée, on pensait que ça allait être un AVR entre Benoît et Triple H. Et moi, je suis persuadé que même s'il n'est pas grand fan de catch, Vince McMahon, il s'est dit, putain, le gendre, là, il m'a cassé les couilles avec toutes les stars qu'il a Mais tapées. parce qu'en fait, le problème, c'est que tous les matchs qu'il fait hors Shawn Michaels, c'est de la daube. C'est pas bien. En fait, c'est que c'est des échecs, en fait. C'est pas bien. Et peut-être McMahon, il s'est peut-être dit, là, je suis dans mon année de renouveau, on va faire gagner Benoît, j'aimerais quand même avoir un bon match. Ouais, parce que l'épitaphe des matchs de Triple H, c'est face à Booker T. Où là, il en a rien à péter. Rien à foutre. Et Il fait du coup- tomber après 15 ans après avoir fait son pedigree Voilà. le matin. Et du coup, j'aimerais bien avoir un bon match, donc, Donc on va rajouter Shawn Michaels dedans. voilà. Comme ça, on a du star power en supplémentaire. Et au moins, on est sûr que Benoît, là, il va être popé parce qu'il va battre les deux mecs qui se sont affrontés toute l'année. Quoi. Ouais. C'est une bonne décision. Je déteste l'intégration de Shawn Michaels dans ce match. Et ici, Voilà, c'est ça. Il vient. Normalement, c'est un signature de contrat entre Triple H et Shawn Michaels, entre Triple H et Benoît. Shawn Michaels, il vient pour gueuler. Benoît, il le repousse. Il lui met un switch de musique. Il signe à sa place. C'est complètement con. c'est complètement débile. C'est complètement Mais débile. bon, en Voilà. soi, oui, c'est... Voilà, c'est juste dommage, mais par contre, on le dit à chaque fois, allez voir ce match. C'est, pour moi, le meilleur match le meilleur main event de WrestleMania. Bah, on l'a déjà dit, nous. Hein. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit et... Même si durant un live, c'est pas lui qui a gagné, mais ce moi, que j'allais j'étais dire. pour. Après, celui qui a gagné dans le live, il me semble que c'était Shawn Michaels. Taker, qui est mon deuxième main event préféré. Taker main event. Et puis après, je peux comprendre aussi, parce qu'on avait fait voter les gens, et que forcément, il y a toujours ce côté Chris Benoit qui fait que les gens n'ont pas forcément envie de regarder. Et peut-être aussi que des gens l'ont pas vu. C'est ça. Si t'es nouveau fan de catch, ou si t'es fan de catch depuis seulement quelques années, tu n'as pas vu ce match, vu que la WWE ne veut pas que tu le vois. Exactement. Exactement. Alors, Et est-ce que ça vaut le coup de vraiment dégraisser à mort sur ce match quand on sait que c'est l'un des meilleurs? Non, allez le voir. Allez le voir, et surtout la fin, Triple H, il en prend plein le cul pendant 2 mois derrière. Hein. Parce qu'il abandonne. Parce qu'il abandonne, ouais. Et c'est lui qui abandonne face à Chris Benoit. Et il me semble qu'au backlash suivant, il y a un rematch. Oui. Et c'est Shawn Michaels qui abandonne. Et en plus, on est à Edmonton, donc on est dans la ville de Benoît, donc on lui donne un main event dans sa ville, en pay-per-view, et là, oui, il fait abandonner Shawn Michaels sur le sharpshooter. Voilà. Donc Il fait abandonner Triple H sur Triple Crossface, et derrière, il fait abandonner Shawn Michaels sur le sharpshooter. Après, il faut aussi aller revoir cette image qui est tellement belle et qui est tellement tragique. Où à la fin du célébration show, la avec célébration Eddie avec Eddie Guerrero champion et Chris Benoit champion. Et Harlemner, casse-toi. Casse-toi! Mais c'est vrai que quand t'as l'image et quand tu sais ce qui s'est passé après pour les deux, même si c'est pas pour les mêmes choses, mais cette image, elle est tragique. Oui, oui. Parce que tu sais que les deux, 3 ans après, les deux sont décédés. Oui. Même pour Eddie Guerrero, c'est L'année d'après. un an après. Et c'est vrai que quand tu les vois les deux fêter le titre, c'est tellement triste quand tu connais la suite, quoi. C'est ça. Surtout quand tu sais comment la gestion des titres pour les deux a été faite derrière. C'est ça. On va aller vite pour le truc, parce qu'en fait, c'est là où on commence vraiment la descente aux enfers pour Benoît. On avait fait le parallèle à l'époque avec Daniel Bryan. C'est qu'en fait, le mec, il devient World Heavyweight Champion, et en fait, on n'y croit pas. Et en fait, ce sera pas lui qui va être en main event la majorité du temps. Alors, je crois que sa première rivalité après, tu me dis si j'ai tort, hein, mais après Shawn Michaels et Triple H, ce serait pas Kane. Exactement. Et il a une autre rivalité en même temps, parce qu'il a quand même beaucoup d'antennes. C'est que le lendemain de Backlash, il va devenir champion par équipe avec Edge.
J'ai aucun souvenir de ça. Moi, je m'en souviens très très bien. Et en fait, Benoît, en tant que champion mondial, il va servir au heel turn progressif de Edge. Et puis, il me semble que tu avais dit aussi l'un des trucs les plus importants. Je pense que c'est ce que tu allais dire dans le pay-per-view post-backlash. Je sais plus c'est quoi le nom du pay-per-view. C'est Bad Blood. Et le main event de Bad Blood, c'est Triple H face à Shawn Michaels. En Hell in a Cell, ouais. Et lui, il affronte Kane en mid-card. Et ça, c'est déjà, t'as compris la valeur du titre pour la WWE. Et la valeur du champion. La valeur du champion. La valeur du règne. Voilà. Donc, du coup, il fait sa feud avec Kane, il va le battre tout le temps. Kane, il va vraiment servir de faire valoir. De jobber. À vengeance, quand même, il va battre Triple H. Quand même, il va quand même avoir, c'est pour préparer l'Iron Man match, où t'as même l'intervention d'Eugene. Bah, c'est justement, un Iron Man match à Raw. Ouais. Parce que celui-là, je l'ai vu. Et c'est vrai qu'en fait, on arrive dans le moment où Eugene est plus populaire que ce qu'il devrait. Oui. Même si on adore Eugene, on l'a déjà dit, ça n'aurait jamais dû aller aussi loin et aussi haut. Et Triple H veut se servir de l'overness de Eugene, ce qui fait que Chris Benoit passe au second plan. C'est ça. Juste la valeur de Chris Benoit. Ouais. C'est pour vous dire la valeur. Voilà. On le met quand même une défaite à Triple H parce qu'il faut préparer le futur champion. Le futur champion à SummerSlam. À SummerSlam. Donc, Randy Orton va gagner une Battle Royale pour devenir challenger numéro 1. Et il va battre, en énorme surprise, Chris Benoit dans le main event de SummerSlam. Donc, Randy Orton devient le plus jeune champion de l'histoire de la WWE. Il devient aussi le plus jeune champion parce que Brock Lesnar avait le record. Voilà. Et je pense qu'il fallait un mec pertinent et qui avait plus jeune que Brock Lesnar. Et qu'il fallait éliminer Brock Lesnar des chiffres. Et t'en as pas 150 000 dans le roster. Voilà. Donc, après, ils y croyaient, hein, non, mais normal. Mais peut-être que si Brock Lesnar était pas parti, peut-être qu'ils auraient pas donné le titre à Orton aussi vite. Ouais, bon, tu sais pas qu'il allait récupérer tout de suite. Oui, non, oui, voilà, mais c'est ça. Donc, ça va mener à une feud où Orton est face, où il sort d'un gâteau d'anniversaire et où on s'en bat le nœud. Ouais, voilà. Intéressant. Et, le seul règne de champion, mondial, même si c'est pas le titre WWE, on le redit, de Benoît a duré 154 jours. Donc, c'était vraiment pour faire WrestleMania à SummerSlam. C'était juste de faire un feel good moment, en fait. Et donc, du coup, Benoît, il va continuer sa feud avec Edge, justement, parce qu'ils sont champions par équipe. Et en fait, Edge va le trahir en le laissant catcher tout seul pour le World Tag Team. Et du coup, ils vont perdre les titres. J'ai pas le souvenir de ça. Non, moi, je m'en souviens très bien. C'était à l'époque, je regardais tous les puissances catch. Parce que moi, justement, je les regardais tous, mais en fait, ça a pas dû me marquer. C'est pas important. Bah, c'est pour ça que ça m'a pas marqué. Vous savez, bah si, c'est important quand même pour Edge, en fait. C'est important dans la construction du personnage de Edge, parce que derrière, l'autre truc important que Benoît, parce que là, il va retomber vraiment dans la mid-card. De toute façon, après, il sera plus jamais main eventer crédible. Plus jamais. Parce que derrière, il va participer au Chamber qu'on adore, le Chamber de Porto Rico. Voilà, début 2005. Avec le fameux coup de pied. C'est ça. De Shawn Michaels. Shawn Michaels avec le... Une fois, je me suis pas planté. C'est ça. Il va participer au Royal Rumble, où on dit que c'est l'un des favoris, mais en fait... Parce que c'est l'un des derniers vainqueurs. Voilà, le vainqueur, c'est les genoux de Vince McMahon, je rappelle, c'est Rumble. À WrestleMania 21, encore une fois, il va servir au push de Edge. C'est le premier Money in the Bank ladder match, où il est exceptionnel. C'est là où il mord les prones et tout. Tout le monde croyait qu'il est... Même, il est vraiment blessé. La légende, elle dit que même en backstage, on pensait qu'il était en backstage, tout le monde croyait qu'il était blessé. Et en fait, c'est lui qui est au bord de gagner le Money in the Bank. Edge, qui a rien branlé de tout le match, parce que déjà, il voulait pas le faire, j'avais déjà dit. Et en fait, il a rien branlé de tout le match. Le seul truc du match qu'il fait, c'est de venir à la fin, mettre un coup de chaise à Benoît et gagner la manette. Voilà. Et là, on est en 2005. 2005. Et donc, il va bientôt se passer quelque chose de tragique dans la vie de Benoît. La mort de Guerrero, ça arrive plus tard, hein. La mort, c'est, c'est milieu d'année, fin d'année, je crois. Ok. Près de l'été, je crois. Je sais plus. Il est drafté à SmackDown. Du coup, poste ça, on l'enlève de Raw, on l'envoie. C'est pour ça qu'après, on le voit plus. Voilà, c'est pour ça que nous, on se souvient plus. Voilà. Donc, il passe à SmackDown, et ils refont la fameuse storyline. À Great American Bash, il remporte pas le champion US. En fait, il part son championnat US, mais il va le gagner à SummerSlam en 25 secondes en battant le laquais de JBL. Souviens-toi, Orlando Jordan, il fait son retour. Oui, le bat en 25 secondes. Oui, voilà, c'est ça. Et il va défendre le titre avec succès, et il va le perdre face à Booker T, parce que Booker T va tricher. Booker T était heel à l'époque. Ou c'est le King Booker. Voilà, là, j'ai la date. C'est le 13 novembre qu'il y a la mort d'Eddie Hero. Donc, il me semble, dans mes souvenirs, tu me dis si j'ai tort, hein, il me semble dans mes souvenirs qu'en fait, il s'attendait dans le hall de l'hôtel, c'est un truc comme ça.
et que Eddie Guerrero était pas là et Chavo a été voir et Ouais, ils c'est l'ont trouvé décédé. Et du coup, t'as le show hommage à Eddie Guerrero avec le match de Batista et Rey Mysterio, il y a le titre en hommage et tout ça. Tout le monde est là et Benoît, c'est l'une des seules fois où il vend complètement. Il pleure totalement. Il est en larmes. Il est en larmes. Voilà, parce qu'il a perdu son meilleur ami. Et du coup, durant cette fin d'année là, il va faire de nouveau un Best of Seven face à Booker T. Donc ils reprennent la storyline tout simplement. Et en fait, il va le gagner là par contre. À WCW, c'était Booker T qui avait gagné ce match, cette série de matchs. Là, c'est Benoît qui va le gagner en conservant le titre US en faisant abandonner Booker T. Et à WrestleMania 22, il va perdre ce fameux titre face à JBL. Souviens-toi. Oui. Voilà. Et il n'arrivera pas à le récupérer. Et derrière, en fait, il va être totalement. On va en arriver à la fin là. Il va être totalement en mid-card où il va affronter plusieurs gars, dont Finlay, Mark Henry, MVP. Il va remporter le titre US encore une fois face, je sais plus face à qui, mais il va le perdre finalement face à MVP. Comme ça, MVP pourra faire sa storyline face à Parce que là, on arrive en fait au moment où Chris Benoit devient pour les jeunes un espèce de mentor, d'entraîneur, de guide ou un truc comme ça. Exactement. Quand un jeune arrive dans le roster principal, on lui claque un match face à Benoit. Ouais, en fait, il a le même traitement que Finlay à l'époque. En fait, c'est les deux mêmes, c'est les deux vétérans. Vétérans, merci. Voilà, en fait, c'est les vétérans. En fait, les vétérans qui doivent pousser les autres. Et du coup, en 2007, il est drafté à la ECW. Il le voit comme une dévaluation totale. Ah, il le prend mal. Il le prend extrêmement mal. Parce qu'il était quand même, il a toujours un côté dépressif. Dépressif et très ambitieux, en fait. Il a toujours été très ambitieux, comme il prend le truc à fond. Et en fait, il fait son premier match à la ECW en faisant équipe avec CM Punk. Il remporte le premier match. Et en fait, en juin 2007, il dispute son dernier match ever contre Elijah Burke pour se qualifier de déclarer le nouveau champion ECW. Parce qu'on avait libéré le titre de Bobby Lashley et derrière, avec toute la storyline de Vince McMahon, tout ça. Ils veulent couronner un nouveau champion. On est dans le renouveau de la ECW qui va devenir le territoire de développement, entre guillemets. C'est ce qui est prévu, ouais. C'est ce qui est prévu. Et en fait, on va déclarer un nouveau champion et il était censé être lui le champion vétéran de la ECW pour pusher des CM Punk, des John Morrison, des trucs comme ça. Et il y a la tragédie, donc il ne viendra jamais à Vengeance. Le titre, il va être gagné par... Un Night of the Champion. Oui, bien vu, un Night of the Champion, il va être gagné par John Morrison, face à CM Punk. Normalement, ça devait être Benoît contre CM Punk, et là, en fait, ça fait John Morrison contre CM Punk. Et le lendemain, on a le fameux Raw qui est censé lui rendre hommage. Parce qu'on apprend qu'il est décédé, sauf que la WWE n'a aucun détail. Voilà. Donc du coup, ils font un show hommage où en fait, ils passent leur temps à l'encenser. Et où tu expliquais que Jericho, c'est le seul qui dit je suis triste parce que je viens d'apprendre la mort de Chris Benoit, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants des affaires, je ne veux pas en parler. Voilà. Donc il n'y a que Jericho qui a compris. Il sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Voilà. Et après, tu avais expliqué dans l'émission sur Stéphanie que Stéphanie avait beaucoup œuvré justement pour faire oublier ce show. Exactement. Et redonner l'image de la compagnie. Exactement. Et qu'il a été totalement blacklisté par la WWE. En même temps, vu son acte, c'est difficile. C'est normal, c'est normal. Là, on peut pas donner tort à la WWE. Vu ce qu'il a fait, on en parlera dans l'enquête, les raisons, tenter d'avoir des raisons, des machins, mais t'es obligé. Tu vois, les gens qui disent... Ah non, mais là, c'est normal. Les gens qui disent quand c'est ceux qui n'est pas dans le fame, tu ne peux pas. Non, impossible. Impossible. Il pourra jamais être dans le fame. C'est fini. Le seul moyen qu'ils soient un jour dans le fame, c'est qu'en fait, il y ait une ouverture de l'enquête et que tu te rends compte que c'est pas lui qui a fait quoi que ce soit. Ouais, mais sinon, c'est impossible. Voilà, il peut pas être dans le fame, c'est impossible. Et le truc, c'est que on a parlé que c'était un excellent catcheur tout le long. Vraiment un des meilleurs catcheurs in-ring de tous les temps. Mais... Il a une sacrée part d'ombre dans sa vie personnelle. Voilà, et il a tout niqué, quoi. Il a niqué toute sa legacy, quoi. Alors que... Ouais, il a pas niqué toute sa legacy. Je veux dire, le mec, il a détruit son image de catcheur, mais il a aussi tué sa femme. En plus, c'est ça, c'est comme s'il a fait un vrai drame, quoi. Il a fait un drame, c'est un drame qui est quand même innommable. Et il y a une phrase de Paul Heyman qu'on peut justement retrouver dans l'émission, et là, on va refaire un clin d'œil à notre ami l'envers du ring, qui a, encore une fois, je le redis, magnifiquement traité le cas Chris Benoit. Je vais pas citer toute la vidéo, allez la voir les amis, je vais la mettre s'il est d'accord en description, parce que il mérite plus de vues pour cette vidéo-là, il mérite vraiment qu'elle soit vue, où Paul Heyman dit il y avait 3 personnes dans cette tragédie, mais il y a une seule qui pouvait décider du sort des autres. Exactement.
Donc c'est horrible. Voilà. Et on va pas rentrer en détail parce que Non, parce qu'on va se la garder. Alors, on se la fera dans une vidéo future. On va pas donner de date. Tout simplement parce que là, on va arriver à WrestleMania. Il y a encore plein de shows. Il y a encore plein de choses. Il y a encore plein de trucs qu'on va traiter. Et je sais que pour l'instant, on n'a pas prévu de refaire un tribunal tout de suite. C'est prévu dans cette saison, mais peut-être pas tout de suite. Oui, ce sera dans plusieurs. Donc, dans semaines. plusieurs épisodes, ce sera certainement post-WrestleMania. Oui. En tout cas, Messiah, je te remercie. Merci à toi, Thomas. Parce que l'émission, franchement, c'était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi, moi, quand on parle 2002, 2003, 2004, ça me rappelle énormément de souvenirs parce que j'étais tout jeune. Et que c'est là où t'as découvert. C'est là où j'ai découvert. Et franchement, c'était très sympa. Et au moins, on a pu faire une vidéo sur Chris Benoit sans se dire, à la fin, on va partir sur 25 ou 30 minutes de morbide. On va se le garder, on va se la subir. Hein, on fera dans quoi qu'il arrive. On regardera ça pour un petit peu plus tard. N'oubliez pas, je le redis encore une fois, parce que lui nous a fait un beau petit hommage dans sa vidéo. Nous, on ne peut pas le faire parce que moi, on va pas mettre de montage énorme. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'émission de l'envers du ring. Abonnez-vous à sa chaîne aussi. Abonnez-vous à sa chaîne. N'hésitez pas aussi, si vous êtes grand fan de catch et que vous aimez les émissions que Sturi avait fait sur l'invasion. Je profite, mais on est un petit peu en dehors du timing, donc on peut se prendre 5 minutes pour terminer et conclure. Allez voir aussi la chaîne de Lunatic Enigma, oui, qui parle justement de la Ruthless Aggression, et tu en as parlé tout à l'heure, pour review WrestleMania 19. Donc allez voir aussi sa chaîne parce que c'est très quali ce qu'il fait, notamment la vidéo sur la Coupe d'Afrique des Nations qui est exceptionnelle. Où il a un invité, c'est moi, donc exceptionnel. Ça, il faut dire la le vérité. parti pris. Non, pas du tout. C'est totalement humble. En plus, sérieusement, Tu peux pousser tes chevilles, s'il te plaît? Non, je peux pas là. C'est pas mes chevilles. Oh. Et surtout, non, allez donner de la force aux chaînes, allez donner de la force au catch. Profitez, même si nous on est un petit peu aigris, mais que si vous avez je parle de l'actualité, mais si vous avez un regard un petit peu plus neuf, n'hésitez pas à kiffer. Vous avez le droit de kiffer, même si nous on dit que c'est nul. Voilà. Vous avez le droit de et kiffer. n'oubliez pas, justement, profitez de notre communauté. Je le dis très souvent en live, je le redis, on a une communauté très très forte. Je vous en remercie les gars, vous êtes la meilleure des communes. Et notre Discord nous permet à ceux qui ont une bonne connaissance du catch, que ce soit moi ou d'autres gens de Discord, à vous partager du catch à travers tout le monde entier. Exactement. Donc, du coup, si vous en avez marre des fois de WWE et que vous voulez voir autre chose, on diffuse de l'AEW, de la New Japan, on regarde du catch extrême, bientôt je vais montrer du catch mexicain, on regarde beaucoup d'anciens catch aussi, avec des épisodes un peu spéciaux de Loman en Watch Along où il retrace, il prend un catcheur en thème et on va regarder des anciens catcheurs. Il y a pas longtemps, ils ont regardé des matchs de Kevin Owens et de Seth Rollins à l'époque où c'était Tyler Black et Kevin Steen, donc à la Ring of Honor. Donc on se regarde des super trucs et ça vous permet d'ouvrir vos horizons. Exactement, et c'est très important. Mais ça y est, sur ce, on va conclure tout doucement. Je te remercie beaucoup, c'était vraiment très sympa. On se retrouve prochainement avec un sujet encore passionnant. Oui. Je dis ça parce que j'ai plus le sujet en tête. Moi non plus, comme ça, au moins, surprise. Surprise. On approche tout doucement alors de WrestleMania. On va voir si on fait une review, parce que vous avez fait déjà la review dans un de tes lives. On a fait la preview, pardon, voilà, malgré toi, ouais. Donc je pense que, et puis si tu refais certainement un live la semaine prochaine, peut-être même le soir où on diffuse cette vidéo, je sais pas, tu vas en faire un lundi ou mardi. Ce sera mardi, parce que comme ça on se réserve Euro. Voilà. Donc tu auras certainement encore plein de choses à dire. Donc la preview de WrestleMania sera plus dans un de tes lives gaming. Exactement. Et puis peut-être qu'il y aura pas de gaming dans le prochain live et ce sera vraiment que la preview peut-être. Comme on a déjà fait la preview, je pense juste qu'on va continuer d'en parler, on va pas parler d'actu autour parce qu'on a déjà fait toute la carte. Voilà, puis surtout qu'on va bientôt arriver au Go Home Show. Oui. Là, donc ça va être cool. Eh ben, Messiah, je te remercie. Puis je vous dis à tous à très bientôt. On est T-Boost, on commente, on j'aime. Si on peut on rejoint le Discord, on fait tout ce qu'on peut. Si vous pouvez faire tout ce que vous pouvez pour faire vivre la chaîne, même un partage, n'importe quoi, c'est toujours ça en plus. Et puis je vous dis à tous les amis, à très bientôt. Salut!